Émission 919, cette semaine, Winter Beast. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Hey. Oh non, un monstre! Quel acteur! Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui. Merci au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous le demandent. Avez-vous votre costume? T'as-tu ton costume, toi, Jared? Ça s'est décidé hier. Oh, t'es un late choisisseur de Oui, costume. cette année, oui. T'as de ces gens-là. T'as-tu ton costume, Simon? Non. Je le sais, je vais demander à Jake. Ouais, ben c'est ça. Je vous les présente à l'instant. Il n'a certainement pas peur des monstres. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Oh, attention, un monstre. Oui, bonjour. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween, ben oui, c'est ça. Puis le dernier, vous avez entendu sa voix, c'est notre invité cette semaine. Halloween oblige, c'est une tradition. Je pense que si on l'invite pas, on a une malédiction pour 7 ans pour les Mystérieux Étonnants. Il vient nous parler du Festival Space qui, cette année, célèbre sa 24e édition quand même. 24, c'est un classique maintenant. Donc, 24, l'année prochaine, 25, du 22 octobre au 1er novembre prochain. Son directeur, Jarrett Mann. Salut, Jarrett. Salut, Benoît. Salut, Simon. Et Jarrett, c'est une tradition. Tu viens nous présenter le Festival Space. Puis à chaque année, je te pose essentiellement les mêmes questions parce que je les copy-paste. Non, c'est pas vrai. Probablement que je suis pas très original. Mais je te demande toujours de faire ton petit pitch d'ascenseur pour les gens qui ne connaissent pas le Festival Space. C'est quoi et c'est destiné à qui? Oh mon Dieu! Oui. Le Festival Space, c'est un festival à la base de courts-métrages, des films de genre et tout film insolite, beaucoup d'horreur, de trash, de weird, étrange, inclassable, science-fiction et autres, des films du Québec et de partout dans le monde. Et c'est présenté dans des salles, plutôt des salles de spectacle comme le Théâtre Plaza, Club Soda, Osgang Plaza cette année. Donc, très festif, très arrosé, beaucoup de bière, beaucoup d'ambiance. C'est du gros fun. C'est ouvert à tous, très accueillant. Puis il y a plein d'événements spéciaux, dont un enregistrement de podcast spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. J'ai entendu parler de ça le lundi 27. On va le plugger. On le plug partout. On le plug sur chaque épisode. On le plug aussi sur le contenu exclusif des Patreon. On le plug sur le Discord. Mais on a vraiment envie de vous voir le 27 au H-Gang Plaza. C'était vraiment une belle salle que j'ai eu la chance de visiter avec toi. Je pense l'année passée parce qu'on jonglait à savoir on fait ça au Théâtre Plaza, on fait ça là. Je pense que c'est parfait. Je sais pas s'ils ont déjà enregistré des podcasts sur place, mais je pense que la salle est vraiment faite pour ça. Là. Sûrement. C'est une super belle salle. Moi, je suis allé voir plusieurs événements-là. Toujours une bonne vibe. C'est vraiment super nice. C'est directement en face du Théâtre Plaza, pour ceux qui se posent la question, sur la Plaza Saint-Hubert. Coin beau, bien. Puis moi, je vais le dire, Benoît, il est toujours stressé à tous les ans. À chaque année, c'est comme le reste de la joke. Qu'il n'y aura personne et à tous les ans, à une personne près, vous êtes la même gang. Fait que les amis, achetez donc vos billets dès maintenant. Ça va rassurer Benoît. Il va mieux dormir pour les 2 prochaines semaines. J'aime que c'est devenu ça, la blague, parce que le monde ne parle pas du fait que ça va être extraordinaire, ça va être le fun, un beau rassemblement. Le monde, il parle il est stressé, puis achetez vos billets tout de suite. Je sais pas s'il y a du monde qui attendent juste pour ça. Juste pour te stresser. Ça fait partie du lore. Ah ouais, on va stresser Ben. Là, ça fait... Pour vrai, je pense que ça serait même pas surprenant qu'il y ait du monde qui attende juste Puis je pense qu'à la porte aussi, on va pouvoir acheter des billets. Oui. Mais faites pas ça, parce que là, je serais vraiment plus stressé. Mais on arrête de parler du spécial. On va le plugger plus tard durant le cadre de l'émission. Mais on va parler en fait du festival, parce qu'il y a des soirées thématiques, des soirées qui reviennent année après année. Mais on va mettre la lumière sur certaines en particulier, mais on vous invite à aller visiter le site internet de Space, spasm.ca, pour la programmation complète du festival, parce qu'il y a beaucoup plus de choses là, qui vont avoir lieu durant ces 2 semaines-là. Donc, tu sais, dans les classiques, il y a les insolites québécois, spécial sexe, les inclassables, qui apparaît trash. Mais là, il y a quelques soirées que j'ai soulignées dans mon calepin, dont Miroir Noir, première partie du spécial sexe, le jeudi 23 octobre au Théâtre Plaza à 18h30. Est-ce que c'est inspiré de la série de Netflix, le Dark Mirror? C'est ça? Black Mirror. Black Mirror, c'est absolument, ça? Oui. Puis je pense que c'est le programme de cours que j'ai le plus hâte de présenter en tant que fan de science-fiction moi-même.
Je pense que j'ai souvent dit, malheureusement, le terme science-fiction fait peur à du monde. Surtout au Québec, on dirait. Je sais pas à quoi que s'attendre, mais j'ai joué le jeu avec le monde plein de fois de leur nommer des séries télé, des films, puis ils me disent qu'ils aiment. Puis je dis, ben ça, c'est toute la science-fiction que je viens de te nommer, mais ils s'imaginent que c'est juste... C'est autre chose. C'est juste des vaisseaux puis des sables laser, mais je veux dire, c'est le fun, ces choses-là aussi. Mais il y a autre chose. Mais il y a autre chose. Ouais. Et là, c'est plus des films d'anticipation, des films, des espèces de dystopies un peu inquiétantes, des twists sur les nouvelles technologies, puis vraiment un super beau programme que j'ai monté en fait tout autour d'un film que je voulais absolument voir, qui s'appelle I'm Not a Robot, que j'ai vu l'an dernier à un festival en France. J'étais sur le jury du festival court-métrage. Oui, t'étais invité là-bas, oui, c'est vrai. Puis je voulais faire gagner ce film-là. J'ai pas réussi pour des questions politiques, des histoires de d'autres festivals l'ont fait gagner. J'ai pas pu vraiment me battre très longtemps. On m'a dit non. Mais j'avais vu juste, parce que le film a remporté l'Oscar pour meilleur court-métrage de fiction au mois de mars dernier. Nice. Court-métrage vient des Pays-Bas. C'est vraiment, vraiment bon. Je peux-tu juste dire le oui, absolument. Vas-y. En fait, j'attendais à ce que tu le dises. Je dis juste les premières secondes, comme ça. Vous allez voir, c'est une fille qui est à son bureau, puis elle arrive pour aller sur un site web, puis si elle a les fameuses images, clique sur les carrés qu'il y a une voiture pour prouver que tu n'es pas un robot. Puis là, ça marche pas. Puis elle le fait une autre fois, puis ça marche jamais. Puis elle est comme, genre, elle a fini par appeler le service à la clientèle, puis ils sont comme, ben ça marche pas. Puis ils sont comme, well, are you a robot? T'es-tu un robot? Puis comme, genre, puis là, ça, c'est genre la première minute là, sur 20, puis là, ça part. C'est vraiment extraordinaire. OK. Est-ce que c'est juste à saveur humoristique, les courts-métrages que tu passes dans même cette catégorie-là? Ce film-là, la prémisse est drôle, mais ça vire dark? Oui, plutôt oui. OK. Puis ça, c'est la première partie du spécial sexe, c'est ça qui est dans la même soirée. Donc, au Théâtre Plaza, le 23 jeudi. Allez vraiment visiter le site du festival parce que des fois, c'est au Théâtre Plaza, des fois, ça peut être au Club Soda, ça va être au H-Gang pour nous autres. Allez vous assurer de la place que et ça je vais le mentionner tout de suite pour s'il y a du monde qui écoute, qui disait je verrai jamais ça, j'irai pas en personne pour whatever raison. Ben tout le festival est disponible en ligne aussi. Ouais. Les programmes deviennent disponibles au même moment qu'on les diffuse en salle, puis ils restent disponibles jusqu'au 9 novembre. Donc, vous pouvez louer des programmes à la pièce ou prendre une passe pour tout voir. Donc, tout le monde y a accès tant que vous êtes au Canada. C'est le fun, c'est un des trucs qui est ressorti de la pandémie finalement qui a été utile. Tu l'as pas abandonné avec les nouvelles éditions depuis que la vie est redevenue normale en guillemets radiophonique. On est, je crois, le dernier festival au Québec à le faire. Toutes les autres ont arrêté. Puis je comprends, c'est beaucoup de travail. Puis on n'a pas une tonne de longs métrages. C'est un peu peut-être plus simple pour nous, quoique quand même, ça se fait pas tout seul. Puis ça marche super bien. On a des gens qui écoutent partout au Québec. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, c'est une question qui revient, je pense, à chaque année parce qu'on a des auditeurs en France, en Europe. Est-ce que les gens de l'Europe peuvent écouter les films à distance ou pas? Ils peuvent pas parce que c'est des questions de droit de diffusion. Donc, tous les festivals, on a nos territoires, si on veut. Sinon, un gros festival pourrait être worldwide, puis là, tout le monde verrait les films. Mais, vous pouvez toujours essayer de nous écrire un petit courriel, un petit message. Donner un accès à une personne, c'est plus facile. Hey, tu viens d'ouvrir une porte, j'avais fait attention. Je connais un auditeur, notre ami Laurent en France, qui serait peut-être intéressé. info@space.ca, écris-moi. Génial. Une autre des soirées que tu avais hâte, en fait, de parler ici, puis que moi, j'ai très hâte de voir en vrai. Je n'ai pas eu la chance d'assister aux autres éditions, mais cette fois-ci, ça va être au Club Soda. On parle le battle de doublage du millénaire. C'est le samedi 25 octobre à 20h. Club Soda, la grande maison du festival Spasme qui revient à chaque... Moi, c'est comme ça que j'ai connu le festival jadis. C'est quoi exactement? Parce que là, j'ai déjà vu des clip battles, j'ai déjà vu des rap battles, mais là, des battles de doublage, ça prend forme comment? C'est malade. J'étais allé les voir, j'ai découvert ça au FOUF plus tôt cette année, puis je les ai revus gratis dehors dans Schlaga cet été. C'est un battle, c'est des équipes de doubleurs, puis c'est des gens qui font de l'impro. Donc, c'est des acteurs, c'est des gens... C'est des gens d'impro. OK. Dis-toi, c'est comme si la LNI et Total Crap avaient eu un bébé ensemble. Wow. Ça donne le battle de doublage du millénaire. OK. C'est des duos de 2 doubleurs qui s'affrontent, puis c'est tout présenté sous la formule d'un gala de lutte. Donc, les doubleurs ont des personnages, que ce soit les métalleux, les toasters, les artistes, les fait qu'ils ont des costumes, ils font des entrées de scène, puis ensuite, ils vont doubler un clip d'environ 1 minute qu'ils n'ont jamais vu avant, live devant public, chacun leur tour. Une équipe se bouche les oreilles et ne voit pas l'écran. Première équipe passe, deuxième équipe passe. Et même après, on a le droit au vrai doublage par la suite. Donc, c'est comment quelqu'un a été doublé. Comme comparer aussi l'œuvre originale. Exactement. Et le public vote comme à l'impro. Quelle équipe gagne? Et on commence à 8 équipes, puis il reste une équipe à la fin de la soirée. Combien de personnes s'affrontent au total? Tu m'avais dit que c'était quand même plusieurs personnes. 16, parce que c'est 8 équipes de 2.
Wow. Plus nos 2 animateurs, Audrey et Ken, plus un annonceur maison. C'est un gros show, là. C'est assez crazy. Puis vraiment, j'avais mal aux joues les 2 fois que je suis allé, là. J'ai ri. On m'en a beaucoup parlé, puis pour transparence, on connaît Ken. On s'est vu la semaine passée d'ailleurs au show à Simon quand il y a eu le lancement de l'album de Vidéoville. Il met beaucoup d'efforts là-dedans. On va le recevoir la semaine prochaine pour en parler, donc on aura le temps de revenir sur le sujet plus en détail. Mais je rappelle le nom de l'événement, le Battle de doublage du millénaire. C'est le samedi 25 octobre au mythique Club Soda. Mon Dieu, que je l'ai fréquenté, cette place-là, à partir de 20h. Les billets sont déjà en vente. Yes, d'ailleurs, question en parallèle, il n'y a plus de passes. Hein? Je pense qu'il n'y a plus de passes disponibles pour le festival. Ils sont tous vendus. On a baissé la quantité pour offrir un meilleur service aux gens qui allaient les prendre. Et c'est ça. C'est passé. Puis d'ailleurs, cet événement-là ne sera pas disponible en ligne. Ça sera sur exclusivité sur place. C'est un live. Exact. Là, c'est une autre affaire que tu m'as trouvé... J'ai trouvé ça très intriguant quand tu m'en as parlé cet été. Mukbang, une espèce de série basée sur un livre, Keb. Tu m'as présenté ça comme un peu fantastique, si je me souviens bien. Ça se passe au Théâtre Plaza le mercredi 29 octobre à partir de 19h. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute la série au complet? Oui, c'est une série courte qui va être diffusée sur tout.tv. C'est réalisé par Kevin Télandry, qui a eu plusieurs courts-métrages à Space, et qu'on aime beaucoup ces films, qui a réalisé cette série basée sur le roman du même nom, Mukbang, de Fanny Demeule. Et honnêtement, j'ai pas lu le livre, je n'ai pas encore vu la série, je le sais juste qu'il y a un twist, il y a quelque chose de fucké qui va se passer, c'est pour ça qu'ils sortent à l'Halloween. C'est basé, entre autres, sur le phénomène mukbang qui vient de la Corée. Les gens mangent. Les gens se filment en train de manger, je comprends pas trop. Oui, c'est d'ailleurs le prochain spin-off de moi sur les Mystérieux Étonnants, ça va être Terre mangée chez Isidore, ça va être moi qui va manger. Yes! Tu vas écouter, Simon? Oui. Mais c'est très répandu, oui. C'est comme par procuration, on découvre les repas, puis on regarde du monde stream en train de manger. Ça a l'air un peu dégueulasse, je dois dire. Du moins dans Mukbang, les seuls clips qui ont laissé filtrer à date, là. Il y a beaucoup de SAMR, genre les bruits de bouche. Des gros plans de bouche. Ça m'écoeure. Ouais. Mais ça a l'air vraiment, vraiment bon. Je suis super intrigué. 8 épisodes de 15 minutes. Nous, on joue l'intégrale le 29 octobre. Et le lendemain, ça va être disponible gratuitement sur tout.tv partout. Fait que voilà, c'est le lancement pour ceux que ça va être sûrement la seule fois qu'on pourra le voir sur grand écran. Ça a l'air d'une série par contre qu'on peut découvrir avec l'audience du Festival Space. Genre juste la prémisse comme ça, je pense que ça vaut la peine de vivre ça avec les réactions des gens qui sont. Le monde de Radio Cannes, il était vraiment excité que ça soit à Space. Tu sais, c'était cool. Tu voyais que ça sortait de leurs habitudes, puis t'es comme c'est vraiment cool, on trippe. Les gens vont être contents d'être là. Excellent. Mukbang, allez voir sur le site de Spasme. Puis les deux, c'est comme un bloc en fait, là, c'est le Sans bon sens, qui est la première partie du méga ciné quiz, le jeudi 30 octobre au Théâtre Plaza à partir de 18h. Puis ça, c'est un bloc d'horreur que tu pouvais pas faire fitter dans la soirée horreur, c'est ça? Oui, on avait tellement de bons courts-métrages d'horreur cette année. Même, il y en a un petit peu de répartis dans tous les programmes. Puis là, il y en avait 4, dont un film plus long, un film qui vient de l'Autriche, dont le nom m'échappe. Un film de vampire. Puis on a rarement des films de vampire. Puis c'était plus de 20 minutes. C'était quand même un costaud, un film d'époque. En plus, là, tu suis une vampire à travers les 3 époques. C'est vraiment ambitieux pour un court-métrage. Je voulais vraiment le jouer. Fait qu'on a fait une première partie au méga ciné-quiz d'horreur le jeudi. Donc, Sans bon sens sera disponible en ligne aussi. Le quiz, ça ne sera pas en ligne qui suit après. Non. Puis ça j'ai vu Jared juste avant l'émission de Transparence, puis tu travailles fort là-dessus. Vous travaillez fort là-dessus. Vous mettez beaucoup d'heures. Je suis très intrigué. Là, les gens connaissent les quiz, mais tu as une variante plus visuelle, je pense, dans celui-ci, non? Oh oui, je viens de passer 48 heures à regarder les images les plus gore de ma vie pour la ronde finale. Je voulais avoir une petite mitraillette de trucs gore. Ah, mon Dieu, le monde m'associe à l'horreur, mais ça c'était too much pour moi. Là. Jared a scrappé son algorithme. Mon algorithme de YouTube va me mettre des têtes qui explosent puis des trip pendant les prochaines semaines. Mais oui, méga ciné-quiz d'horreur. C'est vraiment un gros fun. C'est une célébration du cinéma d'horreur en même temps. 3 rondes, très visuelles, des images, des clips, de l'audio, des invités spéciaux. Et on fait la fête des équipes de 2 à 4 personnes.
Absolument. Les 2 dernières années, on parle de pas loin de 150 personnes. Fait que c'est un gros quiz, beaucoup d'ambiance. Oui, je vous le dis, moi, je suis pas fan des quiz parce que j'aime pas la compétition dans la vie. Je suis très frileux de ça, mais j'ai vraiment trippé. Je me sais pas si tu te souviens, mais je m'étais assis à une table, puis je m'étais laissé porter au jeu, puis à la fin, je remplissais les questions. Puis, c'est vraiment un bel événement. Puis c'est l'équipe de Laurent qui avait gagné cette ronde. Il s'était présenté comme les mystérieux étonnants. Ouais. Ça avait porté beaucoup de confusion, je pense, vraiment, parce que Jake était allé sur l'espèce de balcon, puis il avait crié les mystérieux étonnants, ils puent. On a fait de même, ne sachant pas que personne allait arrêter de parler à ce moment-là. Il a juste l'air d'une espèce de hibou là, perché sur sa branche. C'était vraiment drôle. Mais au-delà de ça, au-delà de cette anecdote-là, c'est vraiment un bel événement. Puis moi, je serai là, je vais être là pour t'aider justement sur scène. Ben oui, puis je vais même plugger que je t'ai demandé de poser une question. On ne dira pas sur quoi, mais j'ai demandé quelque chose que t'aimes du cinéma d'horreur. Oui, là par contre, c'est déjà un indice pour les gens qui écoutent les mystérieux étonnants parce que je parle souvent de ça. Je suis pas un grand fan. Malgré que l'horreur, dans les dernières années, j'ai commencé vraiment à y trouver mon compte. Je sais pas si tu as vu Weapons, j'en ai full parlé, mais non. Il y a un certain type d'horreur que je commence à vraiment triper. Puis même les vieux films là, de Friday the 13. Puis j'aime ça les redécouvrir avec le... Tu sais, qu'un regard d'adulte, à quel point, genre, pourquoi j'avais peur de ça quand j'étais jeune, c'est complètement ridicule. Mm-hmm. Mais, ouais, en tout cas, anyway, on en parlera une autre fois, mais oui, je serai là sur scène aussi pour présenter 2 belles petites questions que j'espère que vous allez apprécier. Yes. D'ailleurs, si vous êtes au Festival Space durant les 2 semaines que ça a lieu, du 22 au 1er novembre, venez me dire bonjour. Si vous me voyez, je vais être dans les parages. Je vais essayer d'aider Jarrett durant la dernière semaine. Puis bien sûr, le 27, lundi 27, pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Yes. Mais c'est Jarrett qui l'a dit. Achetez vos billets dès maintenant. C'est pas moi qui le dit. C'est lui. Ça va arriver très vite. Hein? Fait que, écoutez-le. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Jarrett qui décide. Exact. C'est moi qui le dis. Exactement. Si vous voulez aller voir la programmation complète, encore une fois, le site internet, c'est spasm.ca. Les événements dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est Miroir Noir, le ballot de doublage du millénaire, Mukbang et Sans bon sens avec le méga quiz, le méga ciné quiz. Mais il y a plein d'autres événements, dont les Insolites québécois, Spécial Sexe, les Inclassables, Carabaretrage, bien sûr, la soirée du samedi, le grand party de l'Halloween, le vendredi, la grande soirée d'horreur. La grande soirée au Club Soda, on n'a même pas mentionné. Soir de l'Halloween cette année. Oui, on le prend comme pour acquis, c'est ça l'affaire. Ouais. On sait que ça va être là, puis ça va être rempli, mais c'est pas une raison de ne pas acheter ses billets à l'avance. Ça aussi, il faut faire ça. Merci. Merci Jarrett, merci d'être venu à l'émission. On va te laisser aller. Notre ami Laurent Boutin va aussi se joindre à nous dans pas long. Mais on va continuer avec Simon dans ses nouvelles. Vas-y, mon cher Simon. Ça. Yes. Vas-y, pas de jingle. Vas-y. OK, pas de jingle. Ouais, donc, c'était le New York Comic Con en fin de semaine. Ben oui, j'ai vu ça. Il y a quelques nouvelles qui sont sorties et je vais vous parler des X-Men par rapport à ça. Il y a eu beaucoup d'annonces durant le Comic-Con par rapport aux X-Men. Je voyais les nouvelles passer sur Instagram. Je pensais à toi tout le long. Je dis, Simon, il va y avoir beaucoup à se mettre sur là-dedans. Ouais, ben j'ai vu le trailer pour la saison 2 de X-Men 97, qui n'est pas disponible officiellement, mais évidemment, ça se trouve... sur les internets. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, vu que c'est pas sorti officiellement, puis il y a des gens qui veulent pas voir les trailers avant, je vais pas trop en dire, mais je veux juste mentionner quelques personnages qui vont être là en se basant sur la bande-annonce. Déjà que la bande-annonce commence avec du vieux footage de la vieille série sur Apocalypse. Oui. Et évidemment, la finale de la saison 90, de saison 1 de X-Men 97 nous laissait entendre que Apocalypse allait être pas mal, être présent. Donc, évidemment, il est là. Il y a aussi... c'est ça. Comme nos X-Men sont maintenant partis un peu dans le temps, on a Cyclops et Jean qui sont avec un jeune Nathan Summer. Ouais. Cable. Oui, qui est une histoire qui est basée sur la série The Adventure of Cyclops and Jean Grey, ou Cyclops and Phoenix. On a aussi des costumes des New X-Men de la période de Grant Morrison. Oui, début des années 2000. Exact. On a X-Factor qui est là, donc Polaris, Havok, Strong Guy, Multiple Men et je crois Wolfsbane, mais c'était loin et un peu flou. Je sais pas si c'est Wolfsbane. Wolfsbane, c'est René Sinclair qui était dans les New Mutants, qui est une genre de jeune écossaise
qui se transforme en espèce de loup-garou, si on veut. Bon. Sinon, il y a Sunspot qui a son costume plus classique de X-Force. Et on a aussi un plan avec 3 personnages de X-Men qui vont arriver comme dans les années 2000, c'est-à-dire Kid Omega, Wing et Penance. Non, mais Penance est arrivé un peu avant. Mais quand même, c'est des personnages plus de l'ère 90-2000 qui sont là. Et on a aussi Danger, qui est la version sentient, la version vivante du Danger Room. Genre d'Android, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui était dans la run de Josh Whedon, Astonishing X-Men. Donc, je pense que ça va prendre un peu ces histoires-là. Là. Tu sais, justement, ce que Josh Whedon a fait avec Astonishing X-Men, New X-Men avec Grant Morrison. Puis il y a quelques clins d'œil dans le trailer sur différentes covers qu'on peut avoir vu. Ça a l'air d'une série quand même assez complète. Il va y avoir du stock. Là. Ouais, pas mal. J'essaie de mettre mes attentes relax. OK. Mais tu sais, je suis bien excité. Et ça sort, c'est ça, ça serait à l'automne de 2026. OK, donc, c'est l'année prochaine. Ouais. C'est quand même dans un bout. Donc, on a des raisons de rester vivant jusqu'à là. Il y a une présence qui s'en vient. Là. Continue. Moi, j'ai vu un bras. Sinon, présentement, dans la BD, dans l'univers des X-Men, ils ont commencé le Age of Revelation, l'événement qui nous ramène dans un futur dans 10 ans, ou blablabla, un genre d'hommage à Age of Apocalypse. Mais là, ça va finir et il va y avoir quelques nouveaux titres qui vont suivre après, dans une espèce d'air qu'on appelle Shadows of Tomorrow. Qui n'est pas en fait l'univers d'Apocalypse. C'est ça que tu disais il y a 2 semaines. C'est comme un 10 ans à partir d'aujourd'hui. Ça semble inspiré de Age of Apocalypse, mais on n'est pas dans l'Age of Apocalypse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, on revient. Quand on revient au présent? Ouais, c'est ça. C'est un 3 mois dans le futur. Puis là, après, quand ça c'est terminé, ben on revient au statu quo, j'imagine. Honnêtement... Je sais pas si un va influencer l'autre, mais bon. Si toi, tu le sais pas, moi, je le sais pas. Ouais, beaucoup plus au fait. Shadow of Tomorrow, il va y avoir des nouveaux titres comme Inglorious X-Force, qui va mettre en vedette Cable, Boom Boom, Archangel et Helverine. On a une série qui s'appelle Magic and Colossus. On a un ongoing de Rogue, un nouveau titre pour Deadpool qui va s'appeler Wade Wilson Deadpool, écrit par Benjamin Percy. Donc, juste pour ça, je t'ai intrigué quand même. Une nouvelle série de Cyclops. Aussi une série qui s'appelle Generation X-23. Donc, X-23 qui est aussi Laura Kinney et Wolverine. Donc, j'imagine que ça va être ça qui va être le sujet. Sinon, il y a Storm Earth Mightiest Mutant. Donc, c'est juste un rebranding de la série qui est déjà ongoing. Ça se passe pas dans le futur dont tu viens de parler. C'est après les événements de cette... C'est ça, quand on va revenir. Ouais. Mais attends, en parlant de Boom Boom, là, on va le faire à... Notre ami Laurent Boutin. Hein? Boom Boom? Ben, Boom Boom quand Pierre a fait. Je pensais Boom Boom Geoffrion. Tu vois aussi. C'est celui que tu veux. Youpi, I want you in my room. Aussi? Aussi, oui. Qu'est-ce que tu as dit, Laurent? Je disais Youpi, v'là le dindon à tous ceux qui célèbrent. Ah oui, c'est vrai, c'est la Thanksgiving. Ouais. L'action de grâce. Un bon moment pour penser à Adam's Family Values. Oui. Oui, OK. Y a-t-il une scène... Ah oui, c'est vrai. Oui, je viens de me souvenir. Oui, okay. Il faut une pièce de théâtre sur la Thanksgiving. Je me souviens, ce qui a inspiré, il me semble beaucoup, l'épisode des Simpsons, où c'est peut-être le contraire, où Bart prend contrôle du camp Krusty. C'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle, mais c'est peut-être Monsieur Blanc. Monsieur Blanc. Veuillez accueillir Monsieur Blanc. Monsieur Blanc. Tu peux y aller, Simon. Sinon, c'est pas mal ça. Je pense que
Il y a quelques séries qui vont continuer, comme Wolverine, Uncanny X-Men, X-Men, mais c'est ça. Il y en a d'autres qui vont être des nouvelles séries. Et on a aussi annoncé la fin du Ultimate Universe. Ouais, j'avais ça dans mes nouvelles. Si encore? Bon, je vais te la laisser parce que j'ai pas grand informations. Je t'avouerais que je l'ai lu comme 3-4 fois la nouvelle parce qu'elle était pas claire, puis elle a été reprise un peu telle quelle sur les sites de comics. Bon, il y avait un communiqué qui a été publié sur le site de Marvel. C'était New York Comic Con, ça a été lancé dans le cadre d'un panel, donc une table ronde qui a eu lieu là-bas, qui s'appelle le Next Big Thing, dans le cadre de Marvel, le panel de Marvel Comics, là, auquel ont participé des créateurs, l'éditeur aussi de Marvel Comics, puis il a annoncé le Ultimate Universe, la fin du Ultimate Universe, qui a été relancé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023. Ouais. Donc, il y a 2 ans. Ça va faire 22 ans. Puis tout ça va commencer à prendre fin, si vous voulez, à partir de Ultimate Endgame numéro 1, qui va être publié le 31 décembre 2025. Et là, au courant de l'année 2026, il y a plusieurs titres qui vont être publiés, dont un crossover qui s'appelle Universe Endgame, Ultimate Endgame, pardon, numéro 1. Puis là, ça va faire suite à 4 autres numéros. Il y a 5 numéros au total. Et tous les numéros qui se déroulent dans l'univers de Ultimate Universe, ou presque, dont Spider-Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men, Ultimate avec un S, et Ultimate Wolverine, vont un peu faire que l'univers Ultimate prend fin. Donc, on parle des numéros 24 pour chacune des séries, sauf le numéro 16 pour Ultimate Wolverine qui a commencé plus tard. Ça fait pas très longtemps que ça a été lancé. Là. On en avait parlé à l'émission. Ça a été relancé en juin 2023, par Jonathan Hickman et Brian Hitch. Puis là, 2 ans plus tard, on met encore la hache dedans. Mais semblerait-il que c'était le plan dès le départ, que ça devait avoir une durée de vie d'à peu près 2 ans. Donc, ça fait partie du plan. J'ai hâte de voir comment on va tout effacer ça. Est-ce qu'on a une idée, mettons, les personnages qui étaient restés à la fin de Secret Wars du Ultimate Universe, le méchant Reed Richards? Oui, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça, mais est-ce que ça signifie sa disparition à lui aussi, ou on revient à un statu quo où il revient dans le Earth 616? Aucune idée, la série n'a pas été publiée encore, mais c'est sûr que c'est ce qui amène la fin du Ultimate Universe, c'est le fait qu'il se libère. Je ne vais pas revenir sur les événements de Ultimate Invasion dont on a parlé à l'émission, on pourrait aller écouter l'émission dont on en a parlé. C'est la série qui a un peu déclenché le tout, là. Mais le Maker avait été emprisonné dans une espèce de pocket universe et son retour était prévu pour 2 ans plus tard. Et là, on est 2 ans plus tard. Et c'est son retour dans le Ultimate Universe, ou ce qu'on appelle le nouveau Ultimate Universe, qui amène sa fin. Je pourrais pas vous dire comment. Il y a eu récemment une série qui s'appelait, je pense, c'était Ultimate Incursion. Avec Miles Morales. Avec Miles Morales, qui est allé dans l'Ultimate Universe, qui est revenu avec des Destiny Box. C'est ça, je pense, le nom? Une espèce d'appareil qui donne des pouvoirs à des individus. C'est un peu comme ça que les personnages ont retrouvé leur pouvoir aussi dans l'Ultimate Universe. Donc, ces Ultimate Box-là, ou c'est peut-être Destiny Box, je ne sais plus le terme exact, vont donner des pouvoirs à des personnages d'univers principal, le 616, au cours de 2026. Donc, ça va venir affecter un peu le statu quo. Donc, une série de nouveaux personnages. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais même la fin du Ultimate Universe, comme on le connaît aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Ça ne s'est pas éternisé. Là, ça me donne le goût de lire ce qui a été publié parce que je voulais pas juste me rentrer dans quelque chose qui finissait pas, mais sachant que ça se finit à peu près au numéro 24, pourquoi pas? C'est faisable. C'est faisable. C'est pas... il y avait un plan. Il y avait un plan. Ça m'attriste pour Ultimate Spider-Man, par contre, c'était une de mes séries favorites. Mais bon, est-ce que les choses prennent vraiment fin en comic book? T'sais, le Ultimate Universe a déjà cessé d'exister par le passé. On verra, mais c'est ça. Donc, ça s'en vient à partir de Ultimate Endgame numéro 1 le 31 décembre, puis les séries que je vous ai mentionnées, plus les 4 autres mini-numéros qui vont sortir dans la mini-série de Ultimate Endgame. Moi, j'ai toujours pas trouvé ma Ultimate Box. Ta Ultimate Box? Pour réveiller mes pouvoirs. Ah, ben ça sera donné dans le cadre du spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants qui aura lieu le lundi 27. OK. Ouais, moi aussi. J'espère que j'aurai pogné un bon pouvoir. Imagine, ça serait un pouvoir super lame. Genre, tu peux voler, mais juste à 5 cm du sol. Ben, je le prendrais quand même. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Là, mais... Est-ce que je deviendrais... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu allais dire? Est-ce que je deviendrais gros, paresseux? Juste ça. Je flotte tu deviendrais magicien de rue. Ah, peut-être. Le nouveau David Blaine. Ah, mais j'imagine... imagine, je vole à 5 cm du sol, mais genre...
vraiment très lentement, comme que ça vaut pas la peine, je marche plus vite, genre. Peut-être. Mais peut-être que tu brûles des calories aussi. Qui sait quel muscle que ça sollicite pour pouvoir utiliser ton pouvoir? C'est vrai, ça. OK. Fait que c'est ce que j'avais en complément pour ton Ultimate Universe. Simon, t'avais-tu autre chose dans ton truc? Non. Bon, on va continuer avec notre ami Laurent. Hey. J'ai une nouvelle de BD, mais c'est aussi une nouvelle de musique, mystérieusement. Mystérieusement, c'est toi l'auteur de cette nouvelle. C'est étonnant. Ouais, c'est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Les gars, connaissez-vous ça? Les Flaming Lips. Oui. Oui. Yay! C'est un de mes groupes préférés. Ça fait genre 40 ans qu'ils roulent. Oui, je sais. Mais il y a un des albums les plus mythiques des Flaming Lips qui ont genre 45 albums à leur actif, s'appelle Yoshimi Battles the Pink Robots, un album de 2002 sur lequel il y a leur gros hit Do You Realize, entre autres, mais qui est vraiment... Do you realize? Exactement. C'était un genre d'album concept qui racontait une histoire d'une petite fille qui faisait de la magie contre des gros robots roses. D'où le titre. Ça a toujours été un peu flou, mais là, sachez qu'on sort un gros roman graphique de 420 pages qui s'appelle Yoshimi Battles the Pink Robot, The Original Story, qui est une grosse bande dessinée, format 10 pouces par 12 pouces. Fait que... assez volumineux, 420 pages, je l'ai dit, hardcover, et entièrement dessiné par le chanteur du band Wayne Coyne, qui est un gars qui a tous les talents, ma foi. Fait que je sais pas, j'ai pas réussi à avoir d'intérieur encore, mais j'ai vu le livre-objet qui est déjà en précommande sur le site de Third Man Books, Third Man Records, c'est la compagnie de disques de Jack White, déjà qui ont une usine et un magasin de disques à Nashville. Ouais, de vinyle. De vinyle, oui. Puis qui sont déjà sont spécialisés dans des réimpressions d'albums cultes et tout. Fait que là, je savais pas qu'il y avait une division livre. Ils en ont déjà quelques-uns, genre les paroles de Jack White et ce genre d'affaires-là. Mais là, ils sortent ça. Les précommandes sont actives maintenant. Tous les albums qui seront précommandés avant le 6 novembre seront dédicacé, genre personnalisé. Fait que tu peux, dans ta précommande, dire si genre à ton nom ou laisser un petit mot que... T'as-tu précommandé? Non, parce que c'est aussi 150$ US. Plus les frais de douane, j'imagine? Plus, j'imagine. Ben là, je sais plus qu'est-ce qu'il y en a dans... Il y a des tarifs et des frais de douane. Mais ceci dit, ça m'intéresse. Ceci dit, les dédicaces, ça m'intéresse pas tant que ça. Fait que je me dis que peut-être qu'il y aura une version qui est pas 150 US et qui est pas signée, qui existera peut-être. J'ai prévu d'annoncer pour ça. Mais peut-être de quoi avec un tarif plus raisonnable. Mais donc, si vous êtes des fans du band et de l'album, ça a l'air d'un méchant bel objet. Cool. Rappelle donc le titre, s'il te plaît. Yoshimi Battles the Pink Robots, The Original Story. Wow! Ça donne le goût, ça? Do you realize? Genre d'affaire que t'écoutes en peine d'amour, hein? Oui, ben en même temps, moi je trouve que c'est uplifting. Ouais, c'est comme une chanson. Bizarrement, c'est très nostalgique et émotif, mais aussi plein d'espoir et de beauté. Ça peut être aussi en début de relation. Ouais, ça peut être très cathartique dans tous les cas. Bien dit, merci messieurs de me ramener sur le droit chemin. Il ne faut pas être négatif. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est à moi. Ouais, je pense que c'est à moi. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Do you realize, Benoît, que c'est à toi? Je pense que I do réalise que c'est à moi. Ouais. Quand j'avais une blonde anglophone, c'est comme ça que je parlais. Je me dis, mon Dieu, qu'elle devait me trouver exotique. Peut-être exotique. Mais en même temps, j'étais comme en tout cas. Bon, où est-ce que... Oui, la semaine passée, j'ai parlé d'un retour potentiel de Brian Michael Bendis ou à l'univers du MCU pour, une fois de plus, réécrire pour Marvel Comics. Il y avait une rumeur qui circulait selon Bleeding Cool, qui est un site qui est spécialisé en nouvelles de comic book. Plusieurs choses, mais surtout comic book. Puis habituellement, quand ils parlent de rumeurs, qui ont pas mal le doigt dessus, il y a des plugs dans l'industrie. Et finalement, il disait que si le retour de Brian Michael Bendis devait être annoncé, ça sera au New York Comic Con qui avait lieu il n'y a pas si longtemps, mais qui s'en venait la semaine passée. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu d'annonce concernant le retour de Brian Michael Bendis. Aha. Sauf qu'en fouillant un peu,
j'ai réalisé qu'il y avait un autre grand retour de quelqu'un qui a aussi marqué le MCU, c'est le Marvel Comics, un comic book. Puis cette annonce-là avait été faite en juin, mais je suis carrément passé à côté. Fait que je me suis dit, m'en parler à l'émission juste parce que, tu sais, être conséquent d'un, je reviens sur Brian Michael Bendis, mais aussi, il y a ce gars-là qui revient et je trouve ça incroyable que je ne suis pas tombé sur la nouvelle. Mais saviez-vous, messieurs, que J. Michael Straczynski allait revenir au MCU? Je savais pas qu'il était parti. Ben ouais, il faisait... Ça fait longtemps qu'il est parti. Non, attends, wow, il a fait Captain America, là. Oui, mais il revient sur un titre qui a marqué beaucoup l'univers du comic, qui a écrit pendant 6 ans. Je parle de Spider-Man. Ah ouais, ok. Ouais. Spider-Man qui a écrit pendant 6 ans, qui a été un gros titre. Après, il est passé sur Thor, qui a inspiré le film du même nom, du MCU, puis il est parti pas longtemps après du côté de DC Comics. Après aussi avoir écrit, je pense que c'est Brand New Day. Il y avait eu des non, c'est pas Brand New Day, pardon. C'est Brand New Day. Non, c'était pas l'événement d'avant. Oui, c'était quoi l'événement d'avant? One More Night. One More Day. One More Night. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il était parti. À gang, on va l'avoir. On va l'avoir. Pouvoir collectif. On l'a eu. Mais là, il revient en tant que scénariste pour une mini-série de 5 numéros pour ce qui s'appelle The Amazing Spider-Man Torn, T-O-R-N. Donc, ça se passe dans l'univers, la timeline où Spider-Man est de retour au collège. Donc, c'est la période dans l'histoire du personnage, il était au collège, au Empire State University. Donc, attendez-vous à des apparitions de Gwen Stacy, Mary Jane Watson, Harry Osborn et Flash Thompson, mais dans un contexte plus ancien. Mais on nous dit qu'il y aura peut-être des répercussions sur le titre actuel de Spider-Man. Donc, je vois pas comment on pourrait faire ça, mais c'est une possibilité. Le scénariste, c'est J. Michael. C'est ça juste pour le vendre. Peut-être qu'il y a des chances. Non, je veux pas. Non, mais ça se pourrait. Pas être négatif, mais ça des se fois peut que ça soit ça. Des fois, ça. c'est juste ça, en fait. Puis, tu sais, il reste tout le temps super ambigu. Fait que tu te dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas en révéler davantage ou c'est parce que tout simplement, il va mettre un nouveau personnage qui, là, soudainement, va retrouver Peter Parker dans le futur. Donc, c'est écrit par J. Michael Straczynski, mais ça va être dessiné par un certain Pere Perez. Et le premier numéro est déjà sorti le 8 octobre dernier. Donc, je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu en arrière parce que, justement, j'étais passé à côté une petite mini-série de 5 numéros. Puis, je suis bien content parce que c'est comme... Il a fait une très bonne run d'Amazing Spider-Man. Hey boy, oui. Ma foi, c'était vraiment bon. Mm-hmm. Excellent. J. Michael Straczynski, allez jeter un coup d'œil. C'est pas tout ce qui est disponible en trade. Il y a des éditions de collection pour The Amazing Spider-Man qu'il a écrit. Puis sa finale avec The Other n'est pas collectionnée. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Elle n'est même pas sur l'application Marvel Unlimited. Mais pour ce qui est publié, c'est super bon. Oui, je sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé en fait chez Comic Hunter récemment. Et je suis sauté dessus parce que je savais que ça n'était pas disponible en aucun format. Bien joué. Yes. Fait que ça va être à toi, mon Simon. On va même mettre un petit jingle pour toi parce qu'on n'a pas eu le temps tantôt. Attention, le main Simon jingle, il est là. J'ai continué mon écoute de films d'horreur pour la période Spooky Season. Et je suis tombé sur quelques trucs plutôt particuliers. Toi, ça? Voyons ouais. Ouais. J'ai hâte que tu m'en parles. C'est aussi bon que Winter Beast? Ah oui. Oui, c'est aussi bon. Ça promet. J'ai enfin écouté un film qui était comme dans ma tête, il y a comme des films que je me dis un jour je vais voir, puis je le mets tout le temps de côté. Mais tu sais, je connais la réputation du film, mais je l'écoute pas. Mais là, je l'ai décidé de l'écouter. J'ai écouté le film Pieces, un film de 1982, qui est un film, c'est assez simple, là. C'est sur un campus de Boston, d'une université à Boston, à Madrid, parce que c'est tourné en Espagne. C'est tourné en Espagne, mais ça se passe à Boston. Il y a un tueur en série qui utilise une tronçonneuse pour défaire des corps de ses victimes pour créer une espèce de puzzle parce qu'il est... il est, comment dire, obsédé par un puzzle qu'il a fait quand il était enfant, juste avant qu'il tue sa mère.
Donc, c'est ça. Et là, le film est un whodunit, c'est-à-dire, on ne sait pas c'est qui dans l'université et dans les personnages qu'on nous présente, c'est qui le tueur à la tronçonneuse. Mais je pense que la force de ce film-là, c'est qu'il n'y en a pas. c'est vraiment... c'est vraiment un film tout croche, mal acté, mal monté. Le scénario ne fait aucun sens. Mais c'est hautement divertissant. C'est tellement drôle comment c'est pas bon. Ça faisait un bout que... je pense que j'aurais suggéré ça si tu m'avais posé la question il y a comme 1 mois et demi. 2 mois. Si je l'avais vu il y a 2 mois, j'aurais fait ce film-là. C'est vraiment tout croche. Il y a comme la fin est stupide. Puis c'est vraiment... Et juste pour montrer aussi comment que il y a des affaires qui font pas de sens qui arrivent. C'est écrit et produit par Dick Randall. Dick Randall, c'est un producteur de films très sleazy, britannique. Puis il faisait aussi des films à Hong Kong et il a participé à la Bruceploitation. Fait qu'il connaissait Bruce Le. Ah oui. Et Bruce Le fait un caméo dans ce film-là pour une scène qu'il y a comme aucune raison qu'il soit là, mais il est là. Puis Bruce Le, c'est le gars qui a fait sa carrière sur le dos de Bruce Lee. C'est un des gars qui a fait sa carrière. Il y en a eu plusieurs. Ouais, c'est ça. Puis... ouais, il est comme dans une scène, tu te demandes pourquoi il est là. Fait que c'est un peu cet esprit-là derrière ce film-là. Puis tu sais, je m'attendais à ce que ça soit plus dérangeant parce que c'est quand même découper des corps, mais c'est tellement comme cartoon que il n'y a rien d'épeurant. C'est juste pas bon. Fait que je le conseille fortement. 10 sur 10? Pieces, 1982, 10 sur 10, ouais. Et un autre film que j'ai écouté qui m'a jeté à terre, je m'attendais pas à ça. Je n'avais aucune idée, en fait. Je connaissais juste le titre et je savais que ça allait être correct, tu sais, mais pas à ce point-là. C'est le film Calamity of Snakes, un autre film de 1982, qui est un film... Tu sais, avec la pochette et le résumé, je me suis dit, OK, ben, tu sais, c'est des serpents qui vont attaquer du monde. Puis c'est un film coproduction taïwanaise et de Hong Kong. Et ça paraît parce que, disons que... OK, je vais le dire tout de suite. Trigger warning, il y a de la cruauté animale là-dedans. Oh. Mais il y a de la cruauté animale sur les serpents. Et ce que je sais, c'est qu'il y a une cote du film qu'il n'y en a pas, mais celle que j'ai vue en avait. Et juste quand ça arrive, je savais pas ce que j'étais en train de voir vraiment. J'ai comme fait attends, wow! OK, ça se passe. Là. Parce que le film commence où tu as un gars qui construit un condo, se rend compte que dans un trou où ils vont construire le condo, il y a plein de serpents. Et là, lui, ben, il décide de prendre une grue et de fesser sur les serpents avec. Ça, c'est comme un peu... c'est graphique, mais pas tant. Puis c'est que c'est entrecoupé de scènes où on voit juste comme des serpents qui se font couper. Puis ça, c'est dérangeant. Okay. Fait que là, c'est même pas dans l'histoire, en plus. Ben, ça fait partie du montage, mais on sait pas c'est qui fait ça, en tout cas. Okay. Puis ça, c'est comme dans les 5 premières minutes. Fait que j'étais avec mon ami, puis on s'est dit, je suis pas sûr, on le continue dessus, hein? Puis on a bien fait de le continuer. Okay. On l'a fait parce que la curiosité a gagné, là. Puis après, ça devient... Il y a tellement de bonnes choses, dont une scène d'une bataille de kung-fu entre un gros boa, un fake, dans un entrepôt de boîte contre un gars qui c'est vraiment réalisé de manière très Hong Kong avec des plans très rapides et du combat qui ne fait aucun sens. Est-ce que le boa fait du kung-fu aussi? Ben, je te dirais qu'il se pitch pas mal. Puis il fait des moves, ouais. OK, wow. Ouais. Puis vers la fin, quand les serpents, c'est ça, parce que l'histoire, c'est que les serpents vont se venger d'avoir été mutilés au début.
en prenant contrôle du building à condo qui a été construit. Et il y a des scènes, je pense qu'on est pas mal dans le Nouvel An chinois, puis là, t'as comme un party dans le building, puis les gens ont du fun. Puis là, c'est entrecoupé des serpents qui montent le building puis qui tuent du monde tranquillement. Mais tu sais, c'est genre des acteurs qui se font pitcher des boquettes de serpents. Ah, oui. Tu sais, c'est un peu... c'est Fort Boyard. Ouais, c'est Fort Boyard. Ça me faisait penser à Roar un peu. Le roar de serpent. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, quel cauchemar. C'est entrecoupé du monde qui ont le party. Là, ça m'a tué. Là. Puis vers la fin, c'est ça. Quand que les serpents sont rendus au party, là, c'est vraiment fou comment le film, les 20 dernières minutes sont insane et on appelle à un moment donné des pompiers qui arrivent, puis la façon que c'est filmé, c'est comme si c'était un crew à quasiment des Power Rangers là, ils s'habillent là, puis ils se préparent pour aller tuer des serpents, puis là ils arrivent, puis là ils ont des lance-flammes. Les pauvres serpents, Colin, c'est ça. Fait que, tu sais, je peux pas... J'ai de la misère à le recommander parce que c'est ça, ça dépend de votre taux de... Tolérance. Ouais, tolérance, c'est ça. C'est sûr que si t'aimes pas les serpents, mais aussi, tu sais, tu peux aussi ne pas aimer voir des animaux se faire tuer. Ouais. C'est juste que, tu sais, ils l'ont fait. Fait que... tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai jamais écouté Cannibal Holocaust parce que je sais qu'on tue des vraies tortues là-dedans. Puis je l'ai jamais écouté. Puis là, j'ai écouté quelque chose qui est comme quasiment plus ça exploite plus ça. La torture animale. Ouais, puis mon cerveau, il était comme pas capable de gérer comme qu'est-ce que je fais avec ça. C'est vraiment bizarre. Il y a une séquence aussi où on piche des mongooses là, après des serpents. Puis c'est comme... Ils ont filmé une bataille entre un serpent et un mongoose. Puis ça dure comme 5 minutes. What the fuck? C'est comme... Pourquoi il y a ça dans... En plus, il y a pas de raison d'avoir ça dans le film. C'est comme... On voit pas les gens qui mettent les mongooses. C'est vraiment c'est pour choquer. C'est du snakeploitation. Ouais. ouais, mais là, c'est parce que c'est du vrai et c'est ça. Mais bon, ça vaut la peine pour la fin, le combat final entre les pompiers et le boa géant qui est en feu et qui se pitch sur le propriétaire qui a fait construire le building. Oui, puis là, après, il a mis la facture au locataire, c'est ça? Oui, évidemment. Quoi, vous avez des serpents? Oh, mettez une trappe. Je fais moins d'argent qu'avant. Fait que, ouais, Calamity of Snakes, c'est une expérience que vous n'oublierez pas. N'oublierez pas. Ouais. Parfait. OK. T'as-tu fini pour ton... juste dire que j'ai écouté Event Horizon. Pour la première fois. Oui, c'est ça. Puis j'ai bien aimé. T'as-tu écouté Il y a comme un direct... Ben, il n'y a pas un director's cut, c'est vrai. Les images n'ont pas été diffusées, mais il existe. C'est juste qu'il n'a jamais été concrétisé. Okay. Comment t'as trouvé ça? Parce que il y a de la torture là-dedans aussi. Moi, j'ai bien de la misère. Ouais, mais c'est plus l'idée de la torture qui est là, plutôt qu'il y en a, mais là, ça dure pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est des acteurs. Non, je sais pas, j'ai bien aimé ça. J'étais surpris de la qualité du film. C'est sûr qu'il y a des effets qui ont très mal vieilli. Là, c'est les débuts de l'eau en CG. Il n'y avait pas de texture. Là, mais pour ce qui est effets pratiques, puis l'atmosphère, puis le sujet, c'était vraiment bon. Yep. Il y a un prequel qui est publié en comics chez, je pense, c'est IDW Publishing. Qui est comme le premier team. L'équipe qui était sur le vaisseau avant qu'il arrive ce qui arrive dans le film. Fait qu'on voit enfin qu'est-ce qui se passe dans cette orgie démoniaque. Ouais, il y a... On a vu ça. On a vu pas mal. Là. Mais ça a l'air que dans le Director's Cut, il y avait plus de ce genre d'image-là qui était utilisé. C'est plus des raisons pourquoi ça a été retiré. Mais je serais pas surpris qu'à un moment donné, il y a un Vinegar Syndrome ou whatever qui vont ressortir avec les images supplémentaires, puis un nouveau cut, puis c'est vraiment pas surprenant. Laurent, on va y aller avec toi. Il est là, Laurent.
Je vais vous parler de Bayday. Bayday? Aimez-vous ça, la Bayday? La bande à Bayday. Il est paru la semaine passée un album qui s'appelle Migration. Pas comme on l'écrit en français parce que c'est en créole, donc c'est pas Sion, T-I-O-N, c'est Migration, S-Y-O-N. C'est par un auteur que vous connaissez sans doute parce que c'est un gars qui est au Comic-Con depuis tout le temps, qui s'appelle Jimmy Suzanne, qui a fait ça. Ben oui. Ouais, on connaît Jimmy, on l'avait invité une couple de fois. Oui, ben c'est sûr, pas mal sûr que oui. Puis, je veux juste dire que je ne savais pas que Jimmy avait cet album-là en dedans de lui, puisque, je veux dire, on le connaît depuis longtemps. Il avait sorti un premier volume d'une série de science-fiction-ish, mais tu sais, ça fait genre plus de 15 ans de ça, mettons. Mais puis que jamais eu de suite. Puis là, il sort à la Pastèque un album qui s'appelle donc Migration, qui est vraiment l'histoire de ses parents et de sa famille, de comment ils ont quitté Haïti pour s'installer à Montréal et tout ce qu'on connaît pas, nous, en tant que personnes qui... de personnes qui ne sont pas de deuxième génération d'immigrés. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment bon, c'est vraiment fascinant. C'est comme on comprend que Jimmy connaissait pas vraiment cette histoire-là avant de tirer le verre du nez à sa mère, comme genre, c'est comme si à la maison c'était tabou, on parlait jamais d'avant, on parlait jamais d'Haïti. Lui-même, il n'était jamais allé, puis c'est ça, il a comme vraiment cuisiné ses parents pendant longtemps pour avoir le récit de ce qui venait avant lui. Puis c'est un récit, évidemment, assez dur, beaucoup de racisme, parce qu'il y en a aussi au Québec, malgré ce qu'on... Non! Oui, je te jure. Puis pour vrai, checkez ça, même si vous connaissez Jimmy du Comic-Con et tout, c'est vraiment très différent de ce qu'il nous a tout proposé avant. Là, ouais, ça ressemble à quoi visuellement? C'est comme... Parce que dans le temps, je me souviens, puis c'est vrai que ça fait presque 15 ans, son premier album. C'était très... puis c'était auto-publié dans le temps. Là. C'est très... je sais pas comment dire. Un peu immatériel, un peu... Oui, moi je me rappelle de beaucoup de flair. Exact. Oui, dans son dessin, là, c'est plus ça. On est vraiment dans genre un réalisme. De réalisme un peu influencé par la BD indépendante américaine, je dirais. Ouais. Mais c'est très différent. J'ai vu son travail plus récent aussi, où, justement, qui est au Comic-Con, où il fait des genres, je vais appeler ça des fan art à défaut d'un autre mot, là, mais des illustrations de héros et tout, là, des beaux prints qui sortent. C'est vraiment différent de ce qu'il fait là aussi. C'est vraiment plus une veine réaliste, mais pour vrai, et je trouve qu'il a vraiment évolué, évidemment, j'espère, parce que ça faisait 15 ans. Ouais. C'est sa BD précédente, mais Jimmy, il m'a surpris. Je savais pas qu'il y avait ça. Jimmy, si tu m'entends en ce moment, si tu nous écoutes, je sais pas si tu te souviens, je t'avais donné mon album pour dédicacer, puis ça fait 15 ans que ça. Tabarnouche. Ouais, c'est lancé dans l'éther, mais écoute, si tu veux une autre dédicace de Jimmy, la BD dont je parle est lancée ce vendredi, le 17 octobre. À la librairie, un livre à soi, c'est sur Laurier, coin Papineau à peu près. Fait que vous irez voir Jimmy là. Sinon, j'imagine qu'il sera de prochain Comic-Con, fidèle à son habitude. Mais pour vrai, checker ça, c'est pas la pastèque en plus. Oui, c'est ça. Moi, je suis complètement surpris par ce projet-là, mais très agréablement surpris. C'est ça. Combien de pages à peu près? Mais un genre de 100 quelques pages. Quand même. Peut-être plus même, 150 peut-être. Bon, ben bravo, Jimmy. Ouais. Félicitations. Je pense que c'est à mon tour. Mon tour. Ça revient à moi. J'oublie tout le temps que ça revient à moi. Là, tu fais un cercle. Ça fait un cercle, hein, c'est ça. Mais depuis que je fais plus mes petits dessins pour me retrouver, je me retrouve pas. Mais pourtant. Peut-être des lunettes maintenant. Oui, c'est ça. C'est parce que je vois plus... ça fuck. Pour vrai, là, ça me fuck pas mal avoir des lunettes. Là. Je suis comme pas habitué. Puis, c'est de proche ou de loin? C'est de proche, mais comme là, en ce moment, comme là, je te regarde sur mon ordi, faut que ça m'aide vraiment que ça soit... que je les ai. Laurent aussi, ça m'aide un peu. Mais moindrement que ça va plus loin, là, ça me fuck. Puis je pense que c'est normal. Je sais pas si je devrais les enlever, en fait. T'sais, la personne m'a rien dit. Elle me les a donné, j'ai posé des questions, puis c'était comme très pas clair. Écoute, chacun trouve son confort comme ça marche. Ça va être ça. Mais initialement, les trottoirs étaient bien proches. C'est ça que j'ai fait. Oh, okay. Ah ouais, OK. Les trottoirs sont plus hauts maintenant. Là. C'est weird. Vous irez voir la diffusion en vidéo si vous voyez ma face. Sinon, c'est ça. Je pensais, si on voulait te voir bêcher en embarquant sur le trottoir. J'espère que non. Donne-moi une couple d'années avant que ça m'arrive, là, non volontairement.
Donc, oui, c'est ça, une petite nouvelle de... C'est pas Marvel Comics, mais c'est des propriétés de Disney. Vous savez que Marvel Comics appartient à Disney, et c'est une grosse compagnie, mais les propriétés de Disney, certaines sont adaptées chez d'autres éditeurs que Marvel Comics. Donc, par exemple, tout ce qui est Darkwing Duck, Gargoyles, DuckTales, ces choses-là ne sont pas publiées chez Marvel Comics, sont publiées ailleurs. Et une des compagnies qui a mis les mains sur les droits des propriétés de Disney, c'est de Dynamite Entertainment. Donc, c'est eux autres qui vont publier des comics de Gargoyles. Et ça, depuis quelques années, je pense à peu près depuis 2022. Avant, ça a été Boom Studios de 2009 à 2011, IDW Publishing de 2015 à 2020. Puis je me demandais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils ne publient pas tout simplement chez Marvel? C'est une question de visibilité puis de s'adresser à un public qui est différent, dans le sens qu'ils veulent garder leur branding associé aux super-héros avec Marvel Comics. Puis tout ce qui est, mettons, plus kid-friendly pour les enfants, on va publier ça ailleurs pour pas brouiller les cartes. Donc, pour pas, j'imagine que par accident, madame achète un comic des X-Men à leur enfant de 8 ans, ils vont publier ça ailleurs. Ils pourraient plus le faire aussi de leur côté avec une nouvelle étiquette, mais en ce moment, c'est Dynamite Entertainment qui a les droits. Et là, Dynamite va faire un crossover entre deux titres pour lesquels ils ont les droits et qu'ils publient de façon séparément. Un crossover entre Gargoyles et Darkwing Duck. Oui. Le crossover qu'on n'a pas demandé, mais qui m'intrigue énormément. Tout le dark. Tout le Darkverse. Ouais. Il n'y a pas de dark dans Gargoyles. Là, fait que je non, mais le ton. Le ton est dark. Ah oui, pour toi, c'est Darkwing Duck? Ben, à son échelle, là. Plus que DuckTales. Oui, plus que DuckTales. Mais c'est quand même deux univers qui sont très, très différents. Ça me surprend. Mais bon, pour justifier, si tu veux, cette rencontre entre deux titres qui sont très différents, on a Demona, l'espèce de méchante de l'univers de Gargoyles, qui utilise un genre de miroir magique pour contacter Morgana Markaber, qui est un peu la Elvira sorcière de l'univers de Darkwing Duck. Et donc, Darkwing Duck se retrouve à pourchasser Morgana dans l'univers de New York des Gargoyles. Et là, il y a une rencontre entre les personnages des deux univers. Je pense que c'est une série de 5 numéros. 5 numéros total. Ça se passe à New York. Et là que je trouve ça intéressant, parce que sinon c'est quand même rigolo, c'est que c'est écrit par un certain Greg Wiseman, et lui il était producteur et scénariste des Gargoyles de l'époque, donc du cartoon d'origine dans les années 90, et c'est lui qui depuis 2022 fait la suite ou la continuité de la série animée en BD du côté de Dynamite Entertainment. Et il va être rejoint au niveau des responsabilités de scénariste par un certain Stad Stones, qui est le créateur de Darkwing Duck pour Disney jadis. Donc, c'est comme les deux OG. Ouais, c'est ça, c'est comme les deux GOAT qui unissent leurs forces pour la création d'un crossover quand même inusité. Fait que là, je suis comme titillé, je suis quand même assez intrigué de voir comment ça pourrait se décliner. Et le dessin va être signé par un certain Ciro Cangialosi, qui a déjà dessiné pour Dynamite Entertainment par le passé. Et le premier numéro de ce crossover de 5 va sortir en janvier 2026. Il y a des chances qu'on y jette un coup d'œil dans le futur. Parce que je suis intrigué. C'est pas pour vous autres, mais le fait que ce soit ces gars-là, ça amène une certaine légitimité, je trouve, à la rencontre entre les deux. Ouais. On va continuer avec toi, mon Simon. C'est très... De quoi? Justement, tu vois, mes lunettes me fuck sur mon soundboard. Je suis pas habitué. Moi, je veux juste parler d'un coffret Blu-ray qui vient de sortir ou qui va sortir dans le prochain mois, publié chez Severin Films. C'est un coffret qui s'appelle Exorcismo. de Transgressive Legacy of Classificada S. Et ça, je pense que c'est pour l'histoire du cinéma, en fait, c'est intéressant parce que c'est tous les films qui ont été faits suite à la mort du dictateur Francisco Franco en 75 en Espagne. Et là, c'est le cinéma qui a viré un peu comme... hey là, holy shit, on fait ce qu'on veut. On ouvre les valves. C'est ça. Cool. Fait que des films évidemment des films d'horreur, des films de sexe, tout ça. Et le coffret, c'est ça, le coffret a 19 films sur un coffret de 10 disques. Là, évidemment, je peux vous dire les titres, mais moi, honnêtement, j'en connais aucun là-dedans. Il n'y a rien qui t'a comme
allumé là, quand tu l'as. Je veux dire, il n'y a rien que tu reconnais dans la liste. Là. Non, c'est ça. Tu sais, les films espagnols des années 70, je dois dire que je ne connais pas beaucoup, à part certains. Quelques petites perles, là, mais pas grand-chose. Donc, je vois ça, puis c'est vraiment tous des films que je pourrais découvrir si je me décide à acheter le coffret, qui est 215 $ canadiens à peu près. Évidemment, je vous encourage peut-être à attendre qu'il y ait des spéciaux ou peut-être qu'il va être disponible à la table de films au prochain Fantasia. Ouais, ils ont une table habituellement, mais il n'y a pas de garantie qu'ils seront présents. Ouais, puis souvent les coffrets de Severin, ils en font quand même assez beaucoup, donc assez beaucoup, bravo Simon. Mais c'est que ça c'est pas sold out rapidement. Ouais, il y a d'autres éditeurs comme c'est Vinegar qui font des unités. Ouais, Vinegar, ça peut être sold out assez rapidement. Aussi, vous avez l'édition spéciale qui est sold out. Mais si tu veux pas le cartonner par-dessus ton disque, t'es correct. Ouais. Severin, c'est ça. Et le coffret viendrait aussi avec un livre et un documentaire qui s'appelle Exorcismo. Donc, qui parle de tout ça. Ouais, c'est ça. Le documentaire est narré par Iggy Pop. OK. Pourquoi? Je sais pas. Ça leur tentait. Nice. Donc, tout ça m'intrigue beaucoup. J'ai pas trop fouillé non plus, mais j'ai trouvé ça un peu avant le show, mais ça m'intrigue quand même. 19 films pour un coffret. Puis c'est ça, du cinéma que... Ça peut être cheap comme bon, mais l'important, c'est que ça soit très transgressif. Exact. Ça a de l'âme. Ouais, est-ce que tu as dit que c'est Blu-ray, hein? C'est pas Blu-ray 4K? Ouais, c'est ça, c'est Blu-ray. C'est numérisé 4K, mais c'est Blu-ray. Donc, OK. Ouais. Super. Ben écoute, Exorcismo. Super. Te restais-tu quelque chose, toi, mon cher Laurent? Oui. J'ai une autre nouvelle de musique. Vas-y. Si je vous dis Dewey Cox, ça vous dit-tu quelque chose? La deuxième partie, surtout. Courtney Cox? Oui. Moi, je parle de son père, Dewey, qui est... c'est pas son père du tout. Non, c'est le nom de son chum dans Scream. C'est vrai? Ben, Dewey. J'avais oublié. Non, c'était le nom du rôle de John C. Reilly dans le film Walk Hard. De 2007, qui était une excellente parodie de biopic de musiciens. Un film que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle. Oui. Puis John C. Reilly a annoncé récemment dans un podcast que pour fêter les 20 ans du film, il avait fortement l'intention de partir en tournée anniversaire et de faire une tournée de The Weecox avec les tunes de l'époque. Donc, semble-t-il qu'il aurait donné une coupe de show à l'origine pour la promotion du film. Puis là, il y a vraiment l'intention de revenir. Moi, je suis quand même content parce que je trouve que les tunes dans ce film-là sont bonnes pour vrai. Je l'ai jamais vu, man. Je veux l'écouter. Tu l'as jamais vu? Non, c'est le genre de film qui est sur mon back burner depuis longtemps. Ouais, pour vrai, moi, je trouve bon. C'est bon. Puis la trame sonore, tu sais, comme là... le film, il y a beaucoup de chansons, évidemment, mais il y a des bouts de chansons, mais la trame sonore a beaucoup plus de tunes, puis les tunes au complet, puis pour vrai, il y a des tunes que je trouve bonnes pour vrai. Okay. Elles sont souvent niaiseuses, là, mais moi, toute sa période, parce que, tu sais, comme il fait toutes les périodes un peu importantes musicalement, là, sa période Johnny Cash, Bob Dylan, je l'aime vraiment beaucoup. Mais, fait que c'est ça, ça serait donc en 2027... avec son backing band qui s'appellerait The Hard Walkers. Il n'y a pas de ville puis rien d'annoncé, mais il dit qu'il a l'intention d'en faire le plus possible partout où on les... Je me demande s'il troll. Est-ce qu'il trollait? Ouais, je sais pas. Pour vrai, moi, j'y crois. Ouais. Ça semble impossible, mais on dirait qu'il trollait, je sais pas. Ouais. Puis il dit que Jack White aurait émis un intérêt donc à ressortir la trame sonore sur sa compagnie de vinyle dont on parlait tantôt. Fait que stay tuned. Écoute, je le recommande chaudement. Ça va finir par être chez vous, ça? Ben, probablement. Une autre place. Une autre place de prise dans ton appart. Oui, ben, écoute,
Il y en a plein. J'en ai vu, mais je l'ai vu dans ma part pour la première fois en fin de semaine. C'est vrai. Ton nouveau, là, parce que... Ben, ton nouveau. Ça fait quand même presque un an, là, mais... non, ça fait 6 mois. 6 mois? Ah, c'est quoi, ça passe vite quand on se fait rénover. Mais c'est ça. Mais je trouve que c'est bien divisé. J'ai pas remarqué que tu avais tant de BD que ça, pour vrai. Ah oui, il y en a... Ben, c'est ça. Il y en a partout, mais... Oui, mais c'est pas comme dans l'autre place où tu étais avant. Là. C'est moins... les pièces sont plus grandes. Exact. Moi, j'avais pas mal fait le tour. Toi, Simon, il te reste quelque chose? Non. Toi, Laurent, ça va? J'ai très vite 2 nouvelles de télévisuel. Prends ton temps. C'est Deadline qui annonce qu'un pilote a été commandé pour une série prequel de Young Frankenstein, le vieux film de Mel Brooks, qui s'appellerait Very Young Frankenstein. Sure. À date, c'est ça, c'est FX qui a commandé ça. Ça streamerait sur Hulu si le show existe pour vrai. Les gens attachés, il y a Zach Galifianakis à date. Carrie Elves, le gars de Princess Bride, puis de Robin des Bois Héros en collant, et de la saison 9 de X-Files. Et Stranger Things. Ah oui, et Stranger Things. J'oublie tout le temps qu'il était là-dedans. Ça aussi, oui. Ah oui, je les ai pas vus, mais j'ai oublié qu'il était là. Mel Brooks. Twisters, c'est vrai, c'est lui dans Twisters. Le 2? Twister, le premier. Le premier, oh mon Dieu. Wow. Hey, quelle carrière. Oui, quand même. Écoute. Mel Brooks est encore un des producteurs malgré ses 99 ans, ainsi que 3 personnes qui sont dans des créatifs de derrière What We Do in the Shadows. Fait que c'est quand même entre bonnes mains. Sinon, il y a des rumeurs comme quoi Brendan Fraser reviendrait pour prendre son rôle dans le 4e volet de La Momie. Hey, j'allais dire, c'est-tu La Momie? Puis je suis comme... Ça serait La Momie. Je serais full down. Moi, j'ai vu une rumeur comme quoi The Rock reviendrait en Scorpion King. Ben là, écoute... Hey, c'est pas un signe de l'apocalypse. Voilà. Je réalise que j'ai probablement jamais vu La Momie 2 et certainement pas le 3. Fait que... Le 2 est bon. Le 3, ça sent la fin. Et voilà. Mais j'ai vu la première Momie genre 58 fois, probablement. C'est très bon, le premier. Puis Brendan Fraser est un bon action hero dans ce film. Puis là, écoute, il est de retour le vent dans les voiles depuis The Well. Fait que... Puis ce genre d'acteur, t'as l'impression que t'oublies, puis quand il revient, tu fais « Ah ouais, il mérite d'avoir une carrière, ce gars. » Ah, on l'aime, Tu sais, Michael Keaton, pendant un bout, qui a disparu, puis ce qui l'a ramené, c'est Birdman. Mais pendant des années, il faisait quelques films ici et là, mais il était pas hyper actif. Puis quand il revient, tu dis « Ah oui, c'est vrai, Michael Keaton, il mérite de faire... » On l'aime, lui, en fait. Brendan Fraser, c'est le plus récent. Ouais, c'est le plus récent. Bon, ben c'est ça. C'est ça. Là, je vais vous parler d'une couple d'annonces. Jarrett l'a dit, c'est pas moi. Il faut acheter vos billets pour le spécial d'Halloween et Mystérieux Étonnants, le lundi 27. Hein? T'as pas de faut-tu que j'achète un billet? Non, on n'a pas besoin d'acheter des billets. Donc, ça se passe au H-Gang Plaza, au 65 24 rue Saint-Hubert à Montréal. C'est en billet du Théâtre Plaza sur Saint-Hubert, à 2 pas du métro Beaubien. On ouvre les portes à 18h et le show est à 19h. Le lien pour acheter le billet est dans le descriptif de l'épisode ou sinon vous allez sur spasm.ca, spasm.ca. Mais tiens, en fait, le lien est juste là. Fait clique dessus, c'est super simple, ça se fait vraiment, vraiment rapidement. Donc, c'est ça, c'est 20$ à la porte aussi, 20$ en ligne. En ce moment, puis je vais être super transparent, les billets, l'argent ne revient pas aux Mystérieux Étonnants, c'est pour juste rembourser la salle. Donc, rembourser l'argent que Jarrett a fronté. C'est pas les Mystérieux Étonnants qui a fronté une cash, c'est le Festival Space et Jarrett. Donc, moi, si on est capable à tout de moins de lui rembourser l'argent qu'il a mis et qui... tu sais, pas en vrai, c'est un gros montant. Il me l'a dit tantôt, j'étais comme, pour vrai, c'est OK. Si on peut au moins rembourser son investissement, moi, je vais être content pour lui. C'est ça qu'on a l'objectif. Mais aussi, l'objectif, c'est d'avoir du fun avec vous autres. C'est rare qu'on fait des lives durant l'année. L'Halloween, c'est peut-être un des seuls qu'on fait qui est assuré. C'est une tradition. Je pensais que tu allais dire un des seuls qu'on fait qui est bon. Ben, ça, il n'y a aucune garantie. Mais bon, le premier qu'on a fait, d'ailleurs, live devant public, c'était le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, jadis, au défunt Brewpub Brouhaha. Mais le H-Gang Plaza, c'est quelque chose. T'étais-tu déguisé en Capitaine Haddock ou c'est une autre année, ça? Hey, je sais plus. Là, t'as-tu trouvé ton costume, toi? Oui. Toi non plus, hein? Parce que toi, puis Simon, puis Jay, vous avez pas trouvé ton costume. Moi, je suis un gars qui performe sous la pression. Ça, c'est correct, mais... Moi, tout. Oui, faut juste pas que je vais pas être... je vais avoir de quoi? Faut pas juste que ça soit genre, ah, gars, j'ai des grosses lunettes, fait que je suis Rick Moranis. Il faut que ça soit un costume, là.
Écoute, dans tous les cas, j'ai un t-shirt rouge et je peux me mettre tout nu pour faire Winnie le Pooh. Non, ça, je veux quand même que les gens reviennent au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Je voudrais pas qu'on fasse les... L'Halloween, c'était épeurant. Hein? Oui, mais c'est ça. Il y a épeurant puis épeurant. Donc ça se passe le lundi 27. Si je peux te rassurer, Benoît, oui. J'en ai un en backup. De quoi? Un costume? Un costume. Ah oui. Non, mais ultimement, je veux dire... Je vais en avoir un. C'est juste que faites ce que vous voulez. J'aimerais ça d'en avoir un, le fun. Là. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que Jake t'a appelé, finalement? Parce qu'il m'a dit, on m'a appelé Simon. Non, il m'a pas appelé. Bon, OK. Je l'ai pas appelé non plus. C'est ça. Nous, on habitait à 10 minutes de distance. Je sais, c'est spécial. Oui. Anyway, ça se passe le lundi 27. Achetez vos billets dès maintenant. Ça se passe encore une fois dans le cadre du Festival Space. On est super content que Jared nous invite. Sinon, vous pouvez nous laisser un message vocal sur le SpeakPipe. Le lien est aussi disponible dans le descriptif de l'épisode. Comme commentaire, suggestion, n'importe quoi. Si ça se passe en ondes, on va le diffuser. Vous pouvez aussi nous abonner à notre Patreon. Puis encore une fois, tout l'argent qui est accumulé est réinvesti dans le projet des Mystérieux Étonnants. Et en échange, on vous offre des goodies. Vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Vous avez aussi accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif que je fais avec mon ami Rémi et Antoine. Donc exclusivement dédié aux membres Patreon des Mystérieux Étonnants. On est dans le recycle de Stephen King. Des adaptations pour la période spooky, mais pas des adaptations que vous avez déjà vues. C'est pas Shawshank Redemption, c'est pas Green Miles. C'est des trucs un petit peu plus pointus. Vous faites les Langoliers. On a fait... Non, on fait pas les Langoliers, Chris, non. Vous faites The Mist. Non, on fait pas de Mist. Ça fait partie des grosses adaptations. Non, c'est quoi l'autre? The Storm? On a fait, et ça sort cette semaine, Storm of the Century. C'est ça, je l'haïs ce film-là. Ben, c'est une mini-série très, très longue. Rémi l'a plus apprécié qu'Antoine et moi, bien franchement. Moi, j'ai vu ça quand j'étais ado, puis j'en regarde encore de la haine. Ah, de la haine? je sais pas pourquoi. J'avais trouvé ça vraiment archi-poche. En fait, l'histoire est bonne si ça avait été un livre à la base, mais c'est un scénario original de Stephen King qu'il a fait pour la télévision. Fait qu'il a comme il a pas tant adapté son style pour la télé, fait que disons que le pacing est très lent. Ouais. Mais il y a quand même des petites perles dedans. Colin Feore est le personnage principal, l'acteur canadien qui était dans Bon Cop, Bad Cop. Il est super bon dans le personnage de André Lenoge. Ah, il joue un franco? Oui, il y a beaucoup de Québécois dans l'œuvre de King, ça arrive souvent. Ah ouais? Ouais. Donc ça, en tout cas, c'est disponible sur le Patreon à partir du moment que les épisodes sortent tout autour du mois. Donc le premier, c'était The Night Flyer. Le deuxième, c'est Storm of the Century. Le prochain, ça va être The Mangler, la semaine prochaine, qui est un film dans lequel une presse à vêtements tue du monde. C'est de Toby Hooper, qui s'y met en vedette le méchant dans Silence of the Lamb. Ah ouais. C'est franchement bon. C'est comme un giallo. C'est vraiment bon. Je suis intrigué. Ouais. Et le dernier qu'on fait ce mois-ci, ce sera sur Needful Things. Donc, j'ai écouté sur j'ai écouté les deux versions, la TV Edit puis le Cinéma Edit. T'as écouté les deux? J'ai écouté les deux. Wow. Tu que j'ai pas de vie, hein? Je me suis dédié pour vous. Non, t'es dévoué. Je suis dévoué. Puis même qu'on s'est dit qu'on allait en rajouter deux, on va probablement faire Maximum Overdrive et potentiellement aussi la mini-série de The Shining, qui selon King est plus proche de son livre que l'adaptation de Kubrick, mais qui selon Benoît est beaucoup plus mauvaise que l'adaptation de Kubrick, parce que je me souviens de l'avoir vu au début des années 2000. Et ça pue. C'est pas très bon, mais on va en parler. Donc, en échange de votre contribution, vous avez aussi... c'est ça, vous avez accès à tout ce que je viens de vous parler. Vous faites en sorte que Terkaiju, Terruman Cheese d'Or et Noël Cheese d'Or existent. On est disponible sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et sur mystérieuxétonnant.com. D'ailleurs, juste vous dire... Quand vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme pour avoir le lien vers le Discord parce que ça ne se fait pas automatiquement. Il faut que je vous envoie le lien. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Winter Beast de Christopher Tease. C'est un... Winter fucking Beast! Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film de série B, suggéré par Simon, Winter Beast de 1992, réalisé et scénarisé par Christopher Tease, T-H-I-S, qui met en vedette une série d'acteurs qui ont disparu depuis. Disparu dans le sens qu'ils n'ont pas eu d'autres carrières, ils n'ont pas eu d'autres projets.
Et pour commencer, c'est Simon qui va nous le résumer, parce que c'est pas vrai que c'est moi qui va s'occuper de ça. OK. Je vais essayer. Oui, c'est ça. Je me disais que tu es plus outillé que moi, probablement, pour le faire. Donc, on est dans un... C'est déjà compliqué. Hein? On est dans une espèce de zone touristique, faunique, whatever. Il y a des agents de sécurité en bas de la montagne qui jasent, puis il y en a un qui a eu des cauchemars par rapport à un monstre qui sortait du corps de quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. Ça, c'était au début, là, c'était pas trop clair. Oui, puis c'était là, la première seconde. Ouais. Les deux jasent, puis en même temps, il y a un espèce de lodge, un hôtel, on ne sait pas trop, dans la montagne, dirigé par un espèce d'excentrique monsieur millionnaire evil qui veut pas fermer son lodge parce que il y a des monstres qui attaquent dans la montagne. Les gens disparaissent, ils savent pas pourquoi, mais là, Ouais. lui, il refuse de fermer, même si la police lui demande de fermer. Très jazz. Comme, Oui, très jazz. Comme trope. Donc, c'est l'espèce de garde forestier principal qui s'ostine souvent avec ce vieux monsieur-là, entrecoupé de scènes de monstres en pâte à modeler qui tuent des gens random. Puis... c'est ça? C'est pas mal ça, en fait. Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu ça. Il y a une histoire de malédiction là, avec des totems quand même, genre l'esprit d'une espèce de divinité autochtone, I guess. Là. Ouais. Ouais, en fait, je pense que les totems qui sont utilisés, c'est genre pas des totems prises de l'iconographie des Premières Nations. Ça semble des trucs hawaïens qui ont comme collé ensemble avec de la colle chaude. Ouais. Ça fait... C'est pas très fidèle. Ah, puis ça s'appelle Winter Beast, mais c'est pas en hiver. Il y a une scène où il y a de la neige seulement. Ouais. Avant d'aller dans le détail, on va puis en parler. Avez-vous aimé Winter Beast? J'imagine que Simon, oui, parce que c'est toi qui nous l'as suggéré. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que je vais vous laisser. Je vais vous écouter pour savoir comment vous avez trouvé ça avant de dire pourquoi j'ai aimé ça. D'accord. Laurent, toi? Moi, je l'aime, ce film-là. Ah oui? C'est la deuxième fois que je le vois. C'est la deuxième fois que tu le vois? Ouais. C'est dégueulasse, là. On s'entend que c'est dégueulasse. On est d'accord, mais je trouve ça vraiment le fun. Il n'y a rien qui fait du sens, il n'y a rien qui est comme... qui est correct, qui est conséquent. Les gens se parlent, ça n'a pas l'air... Ils n'ont pas l'air dans la même pièce. La moustache du gars n'est pas raccord d'une scène à l'autre. Ouais. Il y a comme de l'animation de stop motion vraiment cute que j'aime vraiment beaucoup. Le méchant, il n'y a aucun maudit bon sens. Puis il y a une scène qu'à lui tout seul, comme ça vaut le film, je trouve. Oui. Puis c'est tout croche, mais c'est comme il y a de l'amour. Tu sais, c'est que... Tu sais, le premier Peter Jackson, là, Bad Taste, là, son film qui a tourné genre sur des années avec ses chums, puis comme c'est un peu fait broche à foin, puis tout. C'est comme ça, mais ça a viré un peu mal, mettons. Tu sais, comme il y a juste le gars à l'animation qui était un peu compétent, mettons. Mais je sais pas, je l'aime. Je le trouve le fun. Écoute, moi, c'est un hit and miss, ce film-là. Je pensais plus aimer ça que finalement j'ai aimé ça, mais toutes les scènes d'animation où on voit le Winter Beast sous différentes formes, hein, d'ailleurs, il apparaît, il ressemble à un extraterrestre à 4 mains à un moment donné. À la fin, ça a l'air d'un démon. La première fois qu'on le voit, je me souviens plus c'est quoi déjà son apparence, mais il arrache la tête de quelqu'un. Ça, c'est drôle. Mais c'est plusieurs, je pense. Ah, c'est plusieurs Winter Beasts. Mais ça va aller dans le sens où je veux aller. Là. C'est justement, le film est très difficile à suivre. Tu parlais de la séquence de rêve au début. Là. C'est comme, ça sème beaucoup. Tu sais, c'est un peu avant la période des films très talky à la Quentin Tarantino où les personnages sont un peu excentriques puis ils se complaisent à un certain parler. Puis en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est ça qui est l'intérêt pour écouter ton film. Quentin et d'autres le font très bien.
Mais eux autres, ça repose beaucoup là-dessus. Mais c'est juste des conversations, pour moi, qui étaient absolument mélangeantes. Je savais pas de quoi on parlait, je savais pas dans quelle direction on allait. Donc, tu sais, l'idée qu'il y a plusieurs Winter Beasts, je l'avais pas compris. Moi, j'ai compris que c'était la même Winter Beast qui prenait des apparences différentes. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Parce que je me fie au titre, là, c'est Winter Beast, pas de S. Fait que je me dis c'est peut-être la même créature. Mais même là, c'est pas évident. Dans la première séquence, on a la tête d'un squelette qui traverse le corps d'un dude. Ouais, comme un alien. Comme un alien, puis c'est la tête comme qui est poisseuse. Puis je me dis, c'est-tu quelque chose qui est arrivé? C'est-tu quelque chose qui a été imaginé? On comprend qu'il y a un des gars du shérif qui est perdu sur la montagne, puis c'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs explorer. Mais il y a une des autres personne qui est là, qui fait partie du bureau, est couverte de sang, mais n'est pas capable de nous dire ce qui s'est passé. Fait, elle a-tu vu quelque chose? Elle sait-tu ce qui s'est passé? Tu sais, c'est vraiment mélangeant. Puis on nous garoche directement là-dedans. Puis c'est là où j'essayais tout le long d'essayer de rattraper le film alors qu'il ramenait des éléments. Mais quand c'est drôle parce que c'est ridicule, j'embarquais full. Mais pour moi, c'était difficile à suivre. Parce que honnêtement, je pense aussi que le film, il n'est pas monté dans le bon ordre. Donc, clairement, ils ont fait des... Il y a comme des scènes, c'est comme tu penses que tu es rendu en quelque part dans une narrative, puis là, c'est comme, on va aller explorer, tu sais, le bout où ils cherchent le premier gars dans les vieux chalets comme abandonnés, il arrive comme 1 heure plus tard dans le film. C'était clairement... C'était pas ça que vous étiez supposé faire. C'est comme... C'est clairement une scène qui était plus tôt, parce que d'ailleurs, le gars qui meurt dans cette séquence-là, d'ailleurs, la scène est vraiment nice, là, tu sais, le mix... vraie personne puis animation, là. Stop motion. Ça, c'est Mike, qui est l'adjoint du shérif, qui porte tout le temps des lunettes fumées. Pourquoi? Parce que personnage. Mais parce qu'il est cool. Parce qu'il est cool. Ben lui, il meurt, mais pendant un bout du chunk du film, tu le vois plus à un moment donné, puis on se demande pourquoi. Ben c'est parce qu'il est mort techniquement dans le scénario au début, mais sa scène, on la voit juste plus tard. D'ailleurs, quand il l'utilise, c'est tellement out of fucking nowhere qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi on est en train de regarder ça. Ouais. C'est très mélangeant. Ouais. C'est toi qui l'as suggéré. Ouais, non, je sais. Moi, c'est parce que je pense que je suis dans depuis peut-être 1 an ou 2, ce genre de film-là me parle beaucoup parce que j'aime le côté... J'aime regarder l'acting et comment... comment des fois ils sont dirigés ou ils le sont pas. J'ai l'impression que dans ça, ils ont dit « OK, on va mettre une caméra, un plan, puis on va vous laisser parler. » Puis là, c'est du monde qui improvise leur propre dialogue, qui essaie de développer leur personnage, mais ça le fait pas vraiment parce qu'ils disent rien. Ils disent rien de... Ils parlent de trucs qui n'ont pas rapport avec ce qu'on voit. Moi, j'adore ça parce que ça sous-entend que le gars avec les lunettes, il s'est dit... Moi, je vais développer mon personnage de façon à ce que je vais être le gars qui monte des filles tout nus aux autres. C'est ça son shtick. C'est vrai, il arrête pas de faire ça. C'est ça, puis c'est ce qui me permet d'embarquer dans ce genre de film-là, c'est justement de me positionner comme je réfléchis à... Je les imagine en train de faire le film. Je comprends. Puis tu sais, mettons, un film comme The Room, c'est Tommy Wiseau qui dirige, puis les autres font ce qu'il fait à lui. Mais dans celui-là, j'ai l'impression que c'est toute la gang qui sont un peu crackpots puis qui ont fait un film ensemble. Ils se sont trouvés, hein, ce monde-là. C'est ça, c'est comme moi, j'appelle ça... mais pas que j'appelle ça de même, mais je veux dire, je peux le décrire comme ça, c'est comme une troupe de théâtre communautaire qui se sont dit « Hey, on va faire un film. » J'ai un ami qui fait des effets spéciaux. J'ai accès à une caméra. Qui a un saut de Ranger. C'est ça. On va essayer de faire de quoi. Puis c'est le feeling que j'ai en regardant ce film-là, c'est ça. C'est comme juste des crackpots qui se sont mis ensemble puis qui ont décidé on va essayer de faire quelque chose. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand il y a des longues scènes de dialogue, à un moment donné, moi, je pars à rire parce que je suis en train de regarder ça. Puis c'est comme vide totalement.
Puis on dirait que c'est ça qui m'a tellement charmé dans le film. Ouais. Je comme me dis, OK, c'est ça, c'est une gang qui ont décidé de faire un film. Évidemment, aussi, il faut dire que le film a pris plusieurs années à faire. Ce qui explique la moustache changeante du shérif. Oui, c'est ça. Il y a des plans, des fois, que sa coupe de cheveux, on dirait que c'est même pas le même gars. On dirait qu'il a changé sa couleur de cheveux entre certaines scènes. Puis le grain de l'image, parce qu'ils ont changé de type de caméra. Fait que tu sais, tu dis, il y a ça déjà dans la conception du film. Fait qu'imagine dans l'histoire comment c'était pas clair. Puis le rendu te le montre comment c'est tout croche. Tu sais. Mais en même temps, plutôt que, tu sais, il y a des films qui peuvent être comme ça que je peux me mettre à détester. Tu sais, mettons, Neil Breen. Ouais. Ouais, lui, à un moment donné, t'es comme tabarnak, dude. Tu te crosses dans tes propres idées. Là, Tandis que là, j'ai vraiment un feeling de c'est une gang ensemble, puis je trouve ça cute. Ouais, ils ont l'air d'avoir du fun quand même. Ben, c'est ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Puis aussi, comment ils se donnent malgré le manque de talent. Parce que l'acting, tu sais, le vieux monsieur, le evil billionnaire, satanique, whatever, je sais pas ce qu'il fait. Mais oui, il fait le film, là, comme Laurent l'a appelé, je me souviens pas, c'est un mélange de quelqu'un avec Marc Labrèche, puis c'est tellement... Moi, je trouve qu'il ressemble un mix de la face de Marc Labrèche, mais aussi de Evil Claude François. Oui, le chanteur français. Moi, je trouvais qu'il ressemblait aussi à William Sandler, le méchant dans Die Hard 2. OK. Le colonel qui fait du yoga nu. Oui, du tai chi. Puis Klaus Kinski, puis Benoît Gouin. C'était un mélange de... Dieu, quel melting pot. Ouais, mais lui, il est comme pas dans le même film. C'est drôle parce qu'il va full on. Il est vraiment excentrique. Il se donne, malgré qu'il n'y a pas de talent. mais en plus, c'est que sa voix, je ne saurais comment l'imiter. Parce que, on pourrait vous dire, elle est nasillarde, mais même ça, je pense pas que ça met vraiment le doigt sur c'est quoi sa sonorité. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça de toute ma vie. Puis il est creepy, mais pas... Tu sais, en fait, il est à 2 doigts d'être iconique un peu à la Vincent Price. Ouais. Mais il est trop cheap pour arriver complètement là. Mais il est aussi hypnotisant que Vincent Price pourrait l'être. Je le vois très bien faire un genre des intertitres à la Horror Show Host dans l'émission d'une la projection de diffusion d'un film durant les années 80-90, une chaîne locale. Il y a le casting. Canal communautaire, exact. Mais il se donne son craft. Exact. C'est ça. Ça donne ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de raison. La police te dit de fermer ton bar. C'est comme un bar style hôtel, un peu... Puis il dit non. Mais non, mais c'est pas toi qui décide d'où. Puis il n'y a pas vraiment de raison. Oui, mais il décide que c'est sa montagne. Il décide que c'est sa montagne. Puis il arrête pas de s'ostiner. Parce qu'en fait, le film, c'est 80% du temps, c'est les deux qui s'ostinent. Ouais. Ferme ton shack. Non. Ferme ton shack. En fait, c'est tout le temps... Il y a comme une scène. Là, il est comme, je vais aller dire au gars de fermer. Là, il dit non. Là, il y a une autre scène. Puis là, il est comme, je vais aller redire au gars d'aller fermer. C'est tout le temps, je suis comme, t'essayes jamais rien d'autre, en fait. Puis en dessous, t'as une scène de stop motion où un personnage meurt. Ouais, c'est vrai. Pour toujours donner la raison. Là, je vais aller dire qu'il faut qu'il ferme. Ouais. Puis tu sais, même là... même là, c'est parce qu'il trouve jamais des cadavres. C'est pas plus, lui, personne. Je veux dire, la fille qui était comme toute seule en boule dans un chalet, là... Elle était où, elle? On ne sait pas. Ben, genre, personne a dit que cette fille-là... Genre, personne sait qu'elle a disparu, là. Personne n'en parle? Ouais, personne n'en parle. Non, ça, c'est la première... s'est fait pitcher par, par le boss dans le cadre de fenêtre. Il l'a même pas mangé, il l'a juste garoché dans le mur. C'est la première victime du monstre, c'est ça? À part le gars qui a eu le genre de alien... Qu'on sait pas si c'est une séquence de rêve ou... Mais ça, quand il me semble que plus tard, on nous dévoile que c'est quelqu'un qui l'aurait summoné, le monstre. Ce serait peut-être Marc Labrèche. Moi, j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre ça, oui. Moi, j'ai cru comprendre que Marc Labrèche Evil, le tenancier de bar, voire d'hôtel, a un avantage à avoir summoné le Winter Beast, mais je pourrais pas dire c'est quoi. Est-ce que c'est un genre de récit où ça lui amène de la fortune et de la gloire? Je pensais que c'était ça.
Mais ultimement, quand il meurt, parce qu'il finit par mourir dans une séquence absolument ridicule, le film se poursuit. Puis c'est là où Mike, le gars avec les lunettes, qui est l'assistant du shérif, finit par mourir dans une séquence qui était clairement destinée au début du film. Puis là, le film continue. En fait, il y a plein de séquences où il y a un moment où ses amis à lui sont attaqués dans la deuxième location. Là, c'est comme un genre de restaurant. Puis ils se font attaquer par un monstre. Puis il y a comme un mélange du shack puis du restaurant et de l'espèce de popette là, qu'ils utilisent. Puis le lendemain, la vie continue comme s'il n'y avait jamais rien vu. Ça fait... Les gens... Ça marche pas comme ça, la vie. Là, non. Les gens se parlent. Il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas de répercussions. Mais moi, de ce que j'ai compris, je suis pas sûr que lui, Marc Labrèche, Evil Marc Labrèche, gagne quoi que ce soit, sinon de... Quelqu'un mentionne à un moment donné que le Winter Beast, l'esprit maléfique qui est summoné... On s'entend que c'est le Wendigo, mais ils n'ont pas utilisé Wendigo. Ouais, mais je pense qu'il y a une histoire de domination démoniaque du monde entier. Fait que je pense que lui, il fait ça par pure passion démoniaque. Je pense pas que ça y apporte rien, mais sinon de donner des vies au Winter Beast. Mais attends, il y a une séquence où il danse à travers des cadavres de personnes qui ont été clairement tuées par le Winter Beast. Avec un masque de clown. Avec un masque de clown. Avec un masque de clown. Fait que là, je me suis dit qu'il était de connivence avec le Winter Beast. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est lui qui est... Mais je pense qu'il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Ouais. La folie l'a emparé. Sacrément. Mettons. Ce bout-là, il est weird en maudit. Là. Hey, ça, moi, je trouve que c'est du grand cinéma. Moi, je veux dire une chose, puis je sais pas, là, le film est sorti en 92. Clairement, il y a eu de l'influence filmé avant. Clairement, des influences du giallo aussi, là, l'horreur italien à cause des lueurs et de la lumière qu'on met partout. Ça m'a fait penser... Influence Fire Walk With Me aussi. Ben c'est ça, j'allais... Non, mais regarde, c'est ça t'allais dire? J'allais dire, c'est très Twin Peaks adjacent Tému. Ouais. C'est la version Wish ou Tému de Twin Peaks que tu reçois par la poste. Ouais. Mais c'est très Twin Peaks. Mais Twin Peaks-esque. Voyons, Twin Peaks-esque. C'est comme Twin Peaks par accident. Absolument, je dis pas parce que tu sais comme t'as le même décalage de dialogue, mais c'est pas voulu cette fois-là. Non, c'est ça. T'es genre, tu sais, t'écoutes Twin Peaks puis t'es comme tout est un peu off, j'aime ça. Puis là t'es comme tout est un peu off, mais ils ont pas l'air de... C'est pas ça qu'ils visitent, tu sais. C'est drôle parce que hier, j'ai écouté Jésus de Montréal de Denis Arcand. Je m'entendais pas ce que t'ailles là. Moi non plus. Puis dans Jésus de Montréal, tu sais, à la base, c'est genre un acteur qui recrute du monde pour faire une pièce de théâtre à propos de Jésus. Ouais. Puis tous les personnages, tu sais, ils ont leurs petits quirks, mais tout le monde suit le gars qui a décidé de faire le film. Qui ressemble à Jésus. Mais c'est parce que quand j'écoutais ça, j'imaginais qu'à place qu'il fasse une pièce de théâtre, il était en train de faire Winter Beast. Genre que ça... j'avais l'impression que c'est ça qui est arrivé. C'est genre juste un gars qui a fait « Ah ouais, ok, je pourrais faire ça. Je vais demander à mes amis qui font de l'acting un peu là, de théâtre communautaire, puis on va se mettre ensemble. » Puis il y avait comme de quoi... je sais pas... J'avais l'impression que c'était ça, puis je pense qu'on dirait que je suis plus fasciné par l'hypothétique behind the scene dans ma tête, ce qui fait que j'excuse beaucoup de choses de ce film-là. En fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un film à la manière du Disaster Artist, qui est le film fictif sur la création de The Room, sur The Winter Beast. Là, je serais fasciné. Mais en fait, moi, c'est drôle que tu dises ça, Simon, parce que je pensais à... Avez-vous déjà vu un documentaire qui s'appelle American Movie, me semble? Non. Je l'ai jamais vu, mais je sais quoi, puis moi, je comprends. C'est un documentaire sur un gars qui tourne son film fantastique, mais genre depuis 15 ans, puis que ça marche pas, ces affaires, genre, puis j'étais comme... C'est comme si je regardais enfin le film de ce gars-là, tu sais. Parce qu'on voit des snippets dans le documentaire, puis ça n'a pas l'air de voler plus haut, puis t'es comme... Puis c'est ça, il fait ça avec ses chums, puis il essaie de trouver de l'argent, puis des façons de faire les choses. Un peu comme le film du gars qui refait une séquence de Indiana Jones sur plusieurs années. Là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque... c'est ça, il y a de quoi du bricolage artisanal. Mais tu sais, mine de rien, c'est le genre de production qu'il faut comment tu jettes ton regard sur autre chose que le film, sur la narrative. Parce que le rendu comme tel est très, très chambranlant, puis... Tu sais, je veux dire, quand t'écoutes ce genre de film pourri, tu peux
trouvé ça drôle parce que c'est complètement incompréhensible puis hyper naïf, parce qu'il y a souvent beaucoup de naïveté là-dedans. Grosse intention, beaucoup de naïveté et très peu de maîtrise. Et des fois, c'est genre le background où les gens qui sont juste des personnages comme surréels. Pour moi, ceux-là, c'est ça. C'est des personnages qui sont absolument surréels. Mais ça me fait chier parce qu'il y a personne qui a fait des films après. Puis j'étais comme, mais ils sont devenus quoi? Le personnage principal, le réal, le méchant Marc Labrèche, il a fait quoi après? Il a-tu fait d'autres choses? Sont-ils encore amis? Ils se connaissent-tu? Sont-ils morts? J'étais fou intrigué de savoir ce qui s'est passé avec eux. Ça fait penser un peu aussi à un documentaire sur Troll 2, tu sais. Tu sais, quand ils retrouvent les gens qui ont joué dans le film, tu sais, c'est tout du monde qui était dans cette ville-là, un dentiste, un vieux... Tu sais, c'était comme... J'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'on pense, ce genre de film-là, puis ça, c'en est un. Ce qui fait que c'est plus intéressant que d'autres, je pense que c'est aussi l'effort qu'il y a dans le stop motion. Oui, parce que c'est ça, clairement, quelqu'un a un fétiche de Ray Harryhausen. Mais c'est niveau Ray Harryhausen. Tu vois la trame, là. Tu vois que c'est pas vrai, là. Tu sais, clairement, le genre de personne qui était abonné, mettons, au magazine Fangoria, puis qui écoutait des vieux films cheap, mais... De série B, des années 50. C'est ça. Je pense qu'il y a comme Il y a une lettre d'amour là-dedans. Là. Ouais, c'est ça qui permet de passer un peu à travers. C'est ça. Mettons que c'est pas pour tout le monde. Tu peux pas dire, hey, tu sais, quelqu'un te demande, t'as-tu un film poche à me recommander? Puis t'es comme, écoute celui-là. Faut que t'en ailles écouter d'autres avant. Oui, ça peut pas être ton premier. Non, c'est ça. Parce que tu pourras pas. Tu vas être bored assez vite. Ouais. C'est ça. Mais je trouve que, tu sais, en même temps, il y a une certaine pureté, tu sais, comme c'est pas comme toutes les ego exploitation qu'on a vu, tu sais, comme c'est pas justement, c'est pas Tommy Wiseau, Neil Breen, tu sais, qui sont très le personnage principal central. Tu sais, c'est eux autres, tu sais, qui essayent de mettre en lumière, là. Personne n'a l'air de vouloir voler ce show-là, tu sais, C'était pour ça mon lien avec Jésus de Montréal, c'est que dans ce film-là, comparativement à, mettons, Disaster Artist, où là, tu sais, c'est une personne, puis c'est tout. Là, c'était plus une affaire de communauté dans Jésus de Montréal. Ouais. Fait que c'était un peu ce feeling-là que j'avais en écoutant Winter Beast. La copie qu'on a écoutée, c'est une copie de Vinegar Syndrome. Fait que le film a été réédité. En Blu-ray, Est-ce qu'il y a comme du supplément sur l'édition? Est-ce qu'on sait s'il y a des oui, des il me entrevues? semble qu'il y a un commentary track, puis je me souviens que j'avais vu... Avec le réal? Peut-être... Il avait l'air à dire que c'était un vieux commentary track, fait que c'est peut-être sorti sur une sortie DVD avant Vinegar Syndrome. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait plusieurs featurettes, donc c'est sûr. Tu sais, genre, je pense que j'ai le goût de me l'acheter maintenant. On dirait que Tu veux encourager ça? Ouais, puis je suis curieux, tu sais, de savoir le behind the scenes de cette affaire. Ouais, j'avoue que maintenant, l'avoir vu aussi, je suis très intrigué à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Puis tu sais, je reviens là, sur on fait des blagues, mais pour moi, c'était vraiment ça. Je me suis posé la question s'il avait été influencé par Twin Peaks ou non. Parce qu'au niveau de l'éclairage, puis tu sais, le fait que c'est dans des cabines de bois, en anglais, c'est pas... En français, en anglais, c'est wooden cabin, là, il y a pas vraiment... C'est comme un shack en bois, là. On dirait que c'est comme adjacent, c'est comme un peu dans le même ton, un petit peu, puis c'est lugubre, c'est la forêt, c'est noir. Tu sais, il y a des trucs de Twin Peaks dedans. Là. Oui, mais c'est comme s'il y avait juste le droit de filmer dans l'entrée. Oui, c'est vrai, dans l'entrée. Du restaurant. Mais... Pour vrai, je pense pas, parce que la date de sortie, c'est 92, mais d'après moi, ça a été filmé plusieurs années auparavant. C'est clair que c'est pas une influence, mais à cause de l'utilisation des couleurs, puis les personnages qui jouent là-dedans, là, quand je dis personnages, c'est les personnages qui incarnent les personnages, t'as pas le choix de faire un parallèle avec Twin Peaks. Oui, c'est clair. Il y a quelque chose de l'ADN qui est là-dedans. Ouais, je pense que si vous aimez les mauvais films et Twin Peaks, c'est un bon film pour ça. Je pense que ça va chercher un peu deux moods que vous pouvez aimer en même temps. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que ça vaut la peine, mais comme vous disiez, je pense qu'il faut être quand même un petit peu initié puis arriver. Moi, j'avais la semaine dans le corps aussi, c'était vendredi soir qu'on l'écoutait, là, puis je venais de manger une pizza, fait que j'avais de la misère un peu à suivre. Je pense que mon énergie était pas au maximum. Mais tu sais aussi, je pense.
c'est pas de ta faute si ça avait de la misère à suivre. Ça n'a pas aidé, par contre. Ça n'a pas aidé. Mais ouais. Fait qu'on recommande, toi, Simon. 10 sur 10. 10 sur 10. Toi, Laurent, aussi. Oui. Moi, je dis oui, mais avec une certaine réserve. Il faut que vous soyez quand même un petit peu initiés. Merci, messieurs. Merci, Laurent. Merci, Simon. La semaine prochaine, je suis avec notre ami Johan qui revient d'un long périple en Europe. Il est allé faire du repérage pour son prochain film. En fait, le film pour lequel il est producteur cette fois-ci, avec Anouk Wissel, qui sera cette fois-ci réalisatrice du projet pour lequel Johan est aussi producteur. Puis ils ont été à Stige en plus, puis ils ont remporté un prix. J'ai vu ça sur Facebook, là, donc sur Instagram. Donc, ça va bien leur affaire. Ils vont être là la semaine prochaine pour parler d'un film qui est en fait ce qu'on appelle un edit cut. Donc, c'est quelqu'un qui a repris 2 films existants, puis il en a fait une cut, donc un film. Il reprend Halloween 3, et il reprend Halloween 6, et il en fait un mash-up entre les deux. Puis dans ceux qui se sont attaqués à ce genre d'exercice-là, il paraît que c'est quand même spécial, donc j'ai bien hâte de le voir. On va en parler avec Johan et Anouk, qui sont les réalisateurs de Turbo Kid, Summer Ready 4, We Are Zombies, et le dernier qui est sorti, que j'ai pas vu encore, là, celui qui se passe avec des... Dans le Wake Up. Voilà. Et pas la toune de Chop Suey, mais bien sûr le nom de film. Donc, moi, je peux-tu plugger 2 choses? Oui, bien sûr. Le 25 octobre, à Trois-Rivières, mon band fait un show avec le band Autre Part. C'est au Café Zenob. C'est 10$. Donc, venez. Et sinon, juste mentionner pour mon Patreon, ce mois-ci, si vous vous abonnez, vous allez avoir 2 mixtapes parce que je devance celui du mois de novembre parce que c'est celui d'Halloween. Donc, j'avais comme calculé mes affaires comme ça. Mais évidemment, c'est ça. Si vous vous abonnez présentement, là, vous avez accès à toutes les mixtapes d'avant et ce mois-ci, vous n'avez pas. Abonnez-vous, pour rire, ça vaut la peine. On a écouté justement un de tes vieux après avoir écouté Winter Beast. Ouais. C'était très bon. Ouais. C'est quel qu'on a écouté? Le 3, hein? Le 3, je pense. Ouais. 3e. OK, cool. Il y avait du Zarzuela. Il y avait beaucoup de questions. Aussi. Beaucoup de questions. Énormément de questions. Sinon, on vous invite encore une fois d'acheter vos billets pour le spécial d'Halloween. C'est le 27, le lundi 27. Ça va arriver vite, hein? La semaine prochaine, c'est le dernier... Caroline, je peux te faire les phrases complètes cette semaine. La semaine prochaine, c'est déjà la dernière émission avant le spécial. Donc, c'est pas loin, là. Ben oui, la semaine prochaine, c'est le 20. On est le 13 aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est bientôt, là. Quand je vous dis envoyez-moi vos extraits, c'est parce que c'est bientôt. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant le spécial d'Halloween. Hein? Ouais. Ça a passé super vite. On espère vous y voir. Faites attention à vous autres. OK, ciao. OK, bye. Bye.